Bonsoir à tous. Bonsoir et merci de rejoindre ce live, un live un petit peu original, puisqu'on va pas parler de pêche, parce que je reçois pas une des stars consacrées de la pêche, comme la semaine dernière avec Ryusuke Hayashi. Et au contraire, on va recevoir un scientifique, qui est bien sûr pêcheur, qui s'appelle Bill François. Salut Bill, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très très bien, je suis vraiment super content que tu aies accepté cette invitation, parce qu'on se connaît depuis peu de temps. Et que souvent les scientifiques, les vrais, rechignent à participer à ce genre d'émissions, alors que toi, évidemment, tu as participé à des débats nationaux et tu as eu l'accueil des grands médias, on en parlera tout à l'heure. Donc Bill, tu es un scientifique, tu es donc diplômé. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont tes compétences universitaires? Oui, moi je suis parti du monde de la physique. Donc j'ai fait des études de prépa scientifique pour ensuite faire l'ENS en physique. Mais comme j'ai toujours été passionné aussi par la nature et le monde vivant, je me suis spécialisé dans la branche de la physique qui est plutôt en interaction avec la biologie, à l'interface entre les deux. Donc physique des espèces biologiques. Donc j'ai bossé un peu sur les toiles d'araignée, sur les protéines et puis maintenant sur les poissons. D'accord, donc c'est pas juste de la physique pure fondamentale, il y a une partie par rapport au vivant, par rapport au biologique. Et alors évidemment, si tu es là, c'est aussi parce que tu es pêcheur. Et un vrai pêcheur, hein, je vais montrer quelques photos pendant que tu en parles. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel type de pêcheur tu es, quelle technique, quel poisson t'intéresse? Et pendant ce temps, je vais montrer quelques clichés, comme cet esturgeon, dont je ne sais pas ce que c'est, si c'est un esturgeon blanc ou un beluga, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas il est Oui, énorme. c'est un esturgeon blanc. C'est un esturgeon blanc que j'ai pêché l'an dernier au Canada. Voilà, donc sur la Fraser River, qui est un super spot de pêche où il y a des grosses quantités d'esturgeons blancs. Là, c'en est un parmi plein d'autres en photo. C'est des poissons, celui-là, c'est un plus de 2,50 m. Et dans la journée, on peut en faire une dizaine. C'est une super pêche, très physique, et comme il protège vraiment l'espèce, donc c'est que sans ardillon, avec des hameçons circle, mais aussi pour pas casser trop de fil, on le pêche en 150 livres de tresse. Ouais. C'est hyper costaud et on finit complètement lessivé à la fin de la journée. Bah, surtout le C'est dixième. assez sympa. Hmm. Surtout le dixième, c'est ceux-là qu'on pêche avec des grosses tombées dans le courant et un appât qui attend derrière. Exactement, exactement. C'est des plombées de 1 kg, parfois 800 grammes ou 1 kg dans le courant, en plein jus, et avec un appât qui est en général du saumon de la rivière où on pêche. Si on prend un saumon d'une autre rivière, l'esturgeon il le sent, il ne le prend pas. D'accord. Et ça jump ou pas? Ouais, comme un marlin. En fait, ça saute. Ceux qui ont déjà fait des esturgeons dans les réservoirs, etc. en France, hein, il y a la même espèce, le Transmontanus, l'esturgeon blanc, et il y a le berry qui est un peu plus petit, qu'on peut prendre en France, qui ne se reproduisent pas en France, mais qu'on peut pêcher en réservoir. Ils sautent à la touche. Donc ils font une ou deux grosses chandelles à la touche. Le gros esturgeon blanc sauvage comme ça, il saute à la touche aussi, mais il va sauter 4-5 fois à la touche. Après, par contre, il combat en lourdeur. Ça doit être impressionnant. On te voit aussi ici en photo, comme tu peux le voir, avec une espèce de marlin et puis un brochet. Donc on voit que tu fais de la pêche en eau douce et de la pêche Alors moi, en j'aime toutes mer. les pêches. Ouais. Oui, je vois que tu es assez... Et puis donc du street fishing d'ailleurs, on va en parler juste après. On te voit ici Bah oui, avec comme je un... suis à Paris, là, je fais beaucoup de street fishing. J'ai découvert ça il y a quelques années, un peu sur le tard, comparé aux autres pêches. Ça fait que 3-4 ans que j'en fais vraiment beaucoup. Mais j'adore ça, à la fois pour le côté convivial, parce qu'on rencontre plein de monde et c'est une communauté super sympa. Et puis parce que c'est une pêche dans un cadre un peu décalé et qui pourtant peut être des très belles pêches. Alors tu es aussi un pêcheur engagé, ça a démarré d'ailleurs un peu avec le street fishing aussi je pense, puisque tu as dû percevoir qu'il y avait un enjeu à Paris sur le street fishing, alors avec les animalistes, on va en parler après, mais disons d'une manière plus étroite, avec l'aménagement des cassures-berges de notre ami Hidalgo, et tu es quelqu'un qui est quand même très engagé de ce point de vue-là. Est-ce que tu peux juste nous dire deux mots de ton action par rapport aux cassures-berges et la pêche à Paris? Oui, alors sur l'ouverture des quais, ça a été formidable pour les pêcheurs, hein. Parce que même si je fais du street fishing vraiment régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, que depuis 3-4 ans, je les vois, les street fishers, depuis le début. Et en fait, avant, ils étaient obligés de se percher, notamment sur un spot connu qui est à la Concorde, de se percher sur des murets de façon super dangereuse avec toutes les voitures autour. Et maintenant, ça a offert aux Parisiens un terrain de jeu pour pêcher qui est formidable. Donc on essaye avec les AAPPMA locales, avec
les différentes associations, etc., d'en profiter pour mettre en place des radeaux qui permettent aux poissons de frayer, pour sensibiliser les Parisiens. Le street fisher sensibilise beaucoup le Parisien parce que quand les gens marchent le long des quais de Seine, ce qui est une activité fréquente des Parisiens, hein, surtout le week-end, ils ne savent pas qu'il y a des poissons. Ils pensent que la Seine est un égout à ciel ouvert et que ce n'est pas peuplé, et ils n'imaginent pas toute la vie qu'il y a. Alors quand on leur sort sous le nez un cendre ou un silure, ça fait tout de suite ça lance tout de suite une conversation, ça provoque un petit attroupement de passants, et on sensibilise comme ça, on explique comme ça aux gens. Et en général, on se fait toujours applaudir au moment où on relâche le poisson. Ce qui prouve bien que les Parisiens ne sont pas fondamentalement opposés à la pêche. Je voudrais qu'on appelle maintenant la personne grâce à qui on se connaît, qui nous a présenté, et qui a une question pour toi. J'aurai plusieurs invités pendant ce live. Et à condition que je le retrouve, mon ami. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. On va voir s'il nous répond, s'il a suivi le début du live. Alors il s'agit, là je suis en train de monter là, une couverture de Partir pêcher, et qui est la revue dont est rédacteur en chef Benoît Simon, qui est en train de nous rejoindre. Je l'écoute triturer son appareil. Exactement. Voilà. Non, je t'en prie, n'oublie pas de démarrer ta caméra. Et pendant ce temps, j'explique que tu es aussi le rédacteur en chef de Partir pêcher. Et l'on voit ici Bill François en couverture, en train de tenir le rostre de ce superbe poisson. Salut Benoît, comment ça va? Vous me voyez là? Alors ce soir, vous allez voir du beau monde ce soir, parce qu'il y a pas mal d'invités de prestige. Donc c'est rédacteur en chef de Pêche en mer. Et est-ce que tu peux expliquer ta rencontre avec... alors vite fait, en fait, c'est sur le salon de la pêche à Nantes que en fait, Benoît est venu me voir. C'est un mec super sympa. Et il m'a dit, il faut que je te présente un type qui va te plaire. Il s'appelle Bill François. Je ne savais pas du tout qui tu étais, Bill. Et il m'a dit éloquence de la sardine, ça m'a évoqué un truc. Et puis ça, on a discuté très vite et ça a matché, on a pu se parler. Est-ce que tu peux expliquer votre rencontre et puis aussi poser ta question à Bill, s'il te plaît? Alors, effectivement, alors moi, je connais Bill depuis, je dirais, 5-6 mois. J'ai rencontré Bill en fin d'année 2019. Donc, ça s'est passé assez simplement, en fait, dans la façon moderne des choses, puisqu'on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux. Sur Tinder, alors. Oui, Tinder, voilà, exactement. Grinder, je crois même, c'est précisément. Mais bon, on n'a pas réussi à conclure. Et en fait, voilà, Bill était présent sur les réseaux sociaux, il nous suivait. J'avais un de mes collègues qui me parlait de belles photos d'un jeune qui était passé à la télé, etc. Et puis il me disait que c'est vrai que ça pouvait faire des beaux articles, ce qu'il présentait sur Instagram, sur Facebook, etc. Et donc finalement, j'ai appelé Bill, et puis on a décidé d'un petit rencard ensemble au resto pas loin de Saint-Lazare. Et en fait, on s'est rapidement trouvé des points en commun, notamment du fait que c'est quelqu'un qui aime pêcher autant en eau douce qu'en mer. Et c'est quelqu'un qui aime voyager, et puis quelqu'un qui a un rapport à la science qui est assez on va dire, précis, et il apporte une grande importance à la science. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde où dans le tout de l'information, où on attend beaucoup de choses, c'est vrai qu'on a trouvé un accord, quelque chose qui a terrain d'entente qui était vraiment intéressant. Et justement, c'est intéressant, ça va nous amener à l'idée qu'il y a peut-être d'autres priorités que les pêcheurs à la ligne s'agissant de population de poissons et tout ça. Même si ça me permet tout de suite de parler de ça, qu'il faut bien dissocier les problèmes. Quand on parle des animalistes, ils ne sont pas forcément concentrés sur les populations de poissons, le bien-être du... Les animalistes ne se concentrent pas sur le poisson en tant qu'espèce, mais en tant qu'individu. Et donc il faut bien aussi dissocier ces choses-là. Bon bah Benoît, alors, super. Attends, il y a juste un truc qu'on a envie de préciser, parce qu'effectivement il y a deux espèces d'aloses. Et là, oui. Il faut préciser peut-être quelle espèce d'alose. C'est la grande alose. Voilà. Oui. Alors, il y a deux espèces d'alose. L'alose feinte et la grande alose. Et dans la Seine actuellement, celle qu'on a trouvée en grand nombre l'an dernier, c'est la grande alose. Donc parfait. C'est les plus grosses. Bon, très bien. Je propose qu'on arrête là avec les aloses, parce qu'on est très loin du sujet. Bon Benoît, merci beaucoup en tout cas, et surtout merci de m'avoir présenté Bill, c'était vraiment super sympa. Je te laisse raccrocher et n'hésite pas à commenter, ça nous intéresse ton point de vue. J'ai essayé de coaliser des gens qui étaient cérébrés, donc reste avec nous, ok? Avec plaisir les gars. Super, à plus tard. Merci. À plus, merci beaucoup. Hein. Alors, donc, ce dont on parlait, c'est aussi du combat qu'on va mener contre la pollution, du combat contre nos élus pour avoir le droit d'accéder aux berges et pêcher. Et puis aussi, je voudrais qu'on regarde un court extrait, ça peut être aussi le passage contre nos propres représentants. Je pense ici à la FNPF. Et je voudrais te montrer ce très court passage de notre ami Roustan,
à l'émission du Fishing Club. Alors, je pense que tu as vu l'émission, c'était assez intéressant, même si ça tournait en rond beaucoup. Mais il se trouve que aux 2 dernières minutes, c'est là où s'est passé le moment, je trouve, moi, le plus intéressant. On regarde. On finit là-dessus. Est-ce que ça accélère l'érosion sur les ventes de cartes de pêche si aujourd'hui on dit aux gens c'est terminé, c'est un poisson maxi par jour, par pêcheur? Moi, je reste convaincu quand on regarde le cas du bar qu'en effet, dans un premier temps, ça va baisser. Mais si la population de poissons augmente derrière, on retrouvera des pêcheurs. Les pêcheurs vont revenir. C'est toujours la même histoire. Et il suffit justement de regarder un peu le territoire. Les lacs comme la forêt d'Orient, tout ça, tous les plans d'eau où ils ont adapté des gestions et où ils ont été un peu stricts dans un premier temps, ils ont perdu des cartes. Forcément, parce que si tu dis aux gens, je vous enlève de la liberté, exactement. Mais d'un autre côté, dès que le poisson revient, vraiment, et en belle quantité, et ben bizarrement, il y a plein de poissons qui arrivent. Les pêcheurs reviennent, bien sûr. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que forcément, il y a un moment où il faudra trancher un peu dans le truc et dire aux gens, ben voilà, c'est comme ça. Et si on continue, de toute façon, si on continue comme on y va là, on va perdre 1%, 2% tous les ans de quart. Oui, mais alors après, on peut avoir affaire à 2 catégories de pêcheurs. Moi, je pense que vous considérez d'une part, vous, le pêcheur, comme un consommateur de loisirs, que vous êtes, c'est normal, c'est votre job. Moi, je considère aussi le pêcheur comme un militant associatif. C'est le but d'adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. Je dis bien de pêche et de protection du milieu aquatique. C'est-à-dire que le pêcheur militant doit prendre en considération l'aspect ludique, l'aspect pêche, l'aspect prélèvement de poissons, mais aussi la protection de l'environnement et la protection du milieu aquatique. Ça, c'est ce que vous souhaitez. La plupart des gens, ils prennent le permis de pêche juste parce qu'ils veulent aller pêcher. Mais ça n'existe Il pas. suffit d'aller aux réunions de la PPMA pour se rendre compte. Il n'y a personne. Voilà. Il y a personne. Mais c'est bien là le problème. Je partage le regret avec vous. Mais c'est comme ça. Donc maintenant, ça serait la logique, mais c'est pas le cas. Il faudrait que l'on trouve le moyen de donner un peu plus de sens militant à celui qui prend une carte de pêche. C'est mort. Alors ce passage est très intéressant, je sais que le son est inégal, hein, c'est un peu l'inconvénient du dispositif des lives, c'est vraiment le bricolage. Donc, mais vous inquiétez pas, et en plus justement pour chacun de ces trucs, ce que je vais faire, c'est que je voudrais juste refaire un tout petit passage sur ce qu'on vient de voir pour essayer de bien clarifier ce qui s'est passé et de bien saisir ce qu'il y a à comprendre. Donc comme j'ai dit, l'émission a été un petit peu intéressante, il y a eu une période de blocage qui a duré malheureusement quasiment toutes les missions, où il y a eu un peu un dialogue de sourds sur des positions qui n'arrivaient pas évidemment à s'entendre. Mais en gros, ce qui s'est passé tout le long, c'est que les invités réguliers, les experts du Fishing Club, martelait sans arrêt la corrélation densité de poissons, nombre de pêcheurs. C'est-à-dire plus il y aurait de poissons, plus il y aurait de pêcheurs. Tandis que Roustan, de son côté, répétait et alors, vraiment inlassablement, et malheureusement c'est aussi une partie du blocage, il n'a pas voulu faire un pas vers eux, c'est Gaël Even qui a dû faire un pas vers Roustan. Lui voulait simplement rappeler qu'il faut mettre le contenant en adéquation avec le contenu. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre beaucoup de poissons dans un milieu qui ne peut pas le supporter, ce qui n'est évidemment pas complètement faux. Et les dernières minutes qu'on vient de montrer, moi, m'ont intéressé parce qu'il s'est passé quelque chose. Alors d'abord, David, l'animateur, il pose cette question et qui en fait a complètement débloqué la situation, qui était extrêmement pertinente. Il dit, en gros, si on impose le no-kill, est-ce qu'on perd des cartes ou est-ce qu'on en gagne? Alors reformuler, ça veut dire, est-ce que le rapport densité poisson, nombre de pêcheurs peut se trouver décorrélé par l'empêchement du prélèvement? Donc c'était une question extrêmement intelligente, très pertinente. Donc en gros, est-ce que les pêcheurs veulent-ils simplement plus de poissons ou veulent-ils plus en prélever? C'était ça le fond de la question. Et donc Gaël répond, on l'a vu, c'était assez intéressant, que la pêche sportive est une tendance plus longue, plus endurante que la pêche alimentaire, et que donc dans un premier temps, il y aura un effet négatif, mais qui serait compensé par la suite. La réponse donc le présupposé en fait de tous ces experts, ça serait de dire que la crise, et même de Roustan, ça serait de dire que la crise elle est plutôt conjoncturelle que structurelle, et qu'elle serait liée soit à un défaut d'organisation de la pêche, voire carrément à la personnalité des agences, c'est-à-dire que ça serait de la faute des pêcheurs eux-mêmes, et non à des raisons externes qui peut être l'exode rural, enfin bon, plein de choses. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un autre présupposé très important chez Roustan, et que David Dubreuil a bien relevé pour le tacler au bon moment, et en fait qui consiste à dire faut changer les mentalités des pêcheurs, voilà, donc c'est ça le véritable problème. Et donc si on devait résumer à grands traits, il y avait deux couples d'opposition. Alors d'un côté on a les pêcheurs qui considèrent, je caricature, je sais que c'est pas la position des experts, mais pour que ça soit plus clair, il y aurait d'un côté les viandards et de l'autre côté les pêcheurs sportifs. Ça, c'est deux catégories qui s'opposent dans leur esprit. Et puis Roustan, lui, il oppose deux autres catégories qui seraient, en grosso modo, le matérialiste et l'idéaliste, c'est-à-dire en fait celui qui consomme du loisir pêche et celui qui investit libidinalement le loisir pêche, donc ce qu'il appelle le militant.
Et ce qui serait intéressant, on va appeler, je voudrais avoir juste d'abord ton point de vue là-dessus, et après on va appeler Fred Roux, qui est sociologue, et qui a fait sa thèse sur les pêcheurs à la ligne, et qui à mon avis peut nous apporter un éclairage là-dessus intéressant. Mais d'abord je voudrais avoir ta perception de cet extrait que j'ai montré. Oui. Ma perception, c'est déjà qu'il faut écouter le sociologue et les vrais experts du domaine et regarder des chiffres statistiques, parce que dire ceci, cela va faire vendre plus ou moins de cartes de pêche, basé uniquement sur un feeling personnel, et ça, que les experts ou Roustan, ils faisaient la même chose, hein, ils affirmaient des choses, mais sans chiffres, sans fondement scientifique véritable. Après, du coup, ça vaut ce que ça vaut, mais ce n'est pas forcément fondé. Après, moi, je pense clairement, je suis plutôt du côté de ce que disait Gaël Even là-dessus, surtout parce que les quelques études que j'ai vues, notamment sur les mailles du brochet pour faire des fenêtres de capture, et qui essayaient de quantifier l'impact des différentes stratégies qu'on peut avoir. Est-ce qu'il vaut mieux interdire les prélèvements, faire des fenêtres de capture qui protègent les gros sujets trophées, ou au contraire faire une maille petite pour pouvoir manger du poisson? Ils avaient étudié tout ça pour essayer de voir ce qui rapportait le plus de pêcheurs sur le court, moyen, long terme. Je crois que c'était vers le lac de Nantua qu'ils avaient analysé ça et qu'ils avaient mis en place une fenêtre de capture. Et effectivement, ça avait bien fonctionné. Donc je pense que clairement, la pêche en eau-kill, c'est l'avenir sur le long terme. Après, c'est sûr que la Fédé, elle se débrouille avec ce qu'elle a. Et quand tu demandes si la crise est conjoncturelle ou pas, c'est clairement structurel. Mais je ne pense pas que c'est parce qu'on n'a pas assez de poissons. Je pense que du poisson, on en a, mais la majeure partie, il est dans du terrain privé. On a un territoire où on n'a pas assez de lieux de pêche. Alors forcément, il y a trop de pêcheurs pour pas assez de poissons. Pendant ce temps, il y a Fred qui est en train d'apparaître. On reconnaît le pêcheur sociologue à sa casquette de pêche et à ses livres en fond. Ça va, Fred? Ouais, ça va. Alors Fred, ceux qui me suivent le connaissent un peu parce que c'est avec Manu Noreda, mon autre pote de pêche. Il y a aussi Romain Grelet, mais je pense qu'à cette heure-ci, il est déjà bourré. Alors Fred, il a un atout, outre le fait qu'il me pardonne de ne pas venir parfois le matin au rendez-vous, c'est qu'il est professeur de sociologie et il a fait sa thèse sur les pêcheurs à la ligne. Je pense que tu as suivi les débats, ceux dont on parlait juste avant. Donc les catégories d'abord, voilà, les catégories utilisées par les différents intervenants de l'émission. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Bon, alors je vais essayer d'être très rapide. Alors, je ne vais pas donner de chiffres. Mais Bill a complètement raison. C'est-à-dire que dès qu'on fait un peu une étude un peu empirique, on se rend compte que les catégories binaires, déjà, ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire que c'est des systèmes d'opposition, mais les choses sont beaucoup plus complexes. Il y a une dynamique. Hein. D'ailleurs, on pourrait, Rostand, par exemple, parle du militantisme. On voit qu'il le réduit au militantisme associatif dans les APPMA. Donc, il n'est pas au courant, mais... Il y a bien d'autres formes de militantisme, y compris sur Internet, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ce que tu fais, Numa, c'est une forme de militantisme qui est hors cadre classique. Et puis le consumérisme, on pourrait renvoyer aussi ça aux APPMA, puisque les APPMA fonctionnent, alors un petit peu moins depuis que c'est sur Internet, hein, mais les APPMA fonctionnent quand même aussi avec du court-termisme consumériste. Hein. Il faut vendre des cartes, hein, il faut lâcher des truites de bassines pour vendre des permis. On sait très bien que... Moi, je connais les APPMA du Sud-Ouest où plus de la moitié des cartes, souvent, c'est à l'ouverture de la truite. Là, en ce moment, ils sont en train de pleurer parce qu'ils ont une baisse des ventes de cartes. Donc, on voit bien que ces catégories-là, elles fonctionnent pas très bien et que souvent, il y a en même temps, les catégories binaires, c'est avec ça qu'on pense souvent tous. Hein, des systèmes d'opposition, hein, à droite, à gauche... pur, impur, etc. Donc c'est pas étonnant que ce soit binaire, mais effectivement après on se rend compte que ça résiste pas, qu'il y a des contradictions. Voilà. Alors on évoquait, alors je sais pas si tu en as parlé encore, mais on évoquait aussi le Tour de France. Là. Je sais pas si tu vas en parler après. Ouais, je pense que c'est le bon moment. C'est-à-dire que c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que le problème des catégories avec lesquelles on explique ou on voit le réel. C'est que forcément on les partage pas forcément tous, ce qui veut dire aussi qu'il y a quand même une lutte de pouvoir. Si on arrive à imposer ses propres catégories à l'autre, on impose ce qu'est la réalité, et donc on a un petit peu tous tendance à essayer toujours de justifier ces catégories plutôt que de demander à ces catégories de se justifier. Et l'exemple le plus probant, c'est quand ils ont été attaqués sur la campagne du Tour de France avec notre ami Gloops,
je voulais pas faire du jugement de valeur, mais ça va me soulager, ce truc un peu affligeant, hein, faut dire la vérité. Ils ont essayé de le justifier en disant oui, mais il se trouve que c'est la même clientèle. Selon le bureau marketing, l'agence de com qui nous a fait ça, les amateurs du Tour de France et les pêcheurs, ce sont les mêmes. Alors, pas de bol, toi tu as fait ta thèse là-dessus, donc on a quelqu'un qui est en mesure de nous dire si c'est véritable ou approximatif. Oui, alors c'est pas faux, hein. C'est comme Bourdieu disait, c'est du même pas faux, mais c'est du. Ça veut dire que c'est moins que faux, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Ça veut dire en fait que, effectivement, il y a une frange populaire qui pêche, mais ce qu'ils ne voient pas aussi dans leurs statistiques, c'est les systèmes d'opposition complexes qu'il y a dans la pêche. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, leur campagne un peu kermesse sur la caravane du Tour de France, elle a pu provoquer aussi un énorme rejet chez beaucoup de pêcheurs. Hein, je pense qu'on est tous... voilà. Et ça, ils n'en prennent pas du tout compte, ils ne se rendent pas du tout compte, en fait, que la catégorie pêcheur est beaucoup moins homogène. Ce n'est pas parce qu'on saisit une grosse partie à un moment donné de ces pêcheurs, j'essaie de dire ça simplement, mais qu'on a saisi tous les pêcheurs et qu'on a surtout saisi les enjeux qui traversent le champ des pêcheurs à ce moment-là. Donc, je pense que ce qui a choqué les gens, je pense, c'est que ça rendait manifeste le mépris que ces gens... Voilà, et puis en plus, avec des goodies, etc. Enfin, je pense à Roustan qui dénonce le consumérisme, mais enfin, voilà, distribuer des porte-clés et des casquettes violettes, voilà, avec cette idée, ça va rendre la pêche attractive, une vision moderne de la pêche. Alors en plus, voilà, c'est pas du tout la vision moderne que d'autres peuvent porter. Donc effectivement, c'est à la fois une méprise et du mépris. C'est ça. Et c'est très belle formule, bravo. Et en plus, ce qui m'a marqué, c'est que avec des slogans qui étaient faussement performatifs, c'est-à-dire que quand ils nous disent d'un côté on fait ça parce que ça correspond au profil du pêcheur, et de l'autre côté leur slogan c'est pas une question de genre ou d'âge. Or il se trouve que tes études à toi démontrent formellement le contraire. C'est ça qui est amusant. Tout à fait. Et oui, alors, et le problème, c'est ce rejet aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se rendent pas du tout compte de l'effet que ça a pu avoir, désastreux. Enfin, moi, je trouve que ça a eu un effet désastreux sur l'image de la fédération et sur finalement aussi ce militantisme citoyen dans les APPMA qui finalement est encore plus discrédité, je trouve. En plus, il manque cruellement de moyens et on leur impose cette opération de com'. Bon, qui est complètement... Alors, il faut savoir pour quand même mitiger le truc, peut-être que c'est même pas l'argent de la FNPF, peut-être que en fait, ils ont le droit à une subvention s'ils font ce genre d'opération et que c'est de l'argent public qui a été réinvesti. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme tu dis, c'est à la fois une méprise et un mépris. Enfin, moi, je pense que la réaction épidermique qu'on a tous eue, c'est une réaction de « non mais moi, ce n'est pas moi, ça ne me représente pas, je n'ai rien à voir avec ça ». Et c'est pas un mépris de classe, hein, c'est juste au contraire du mépris pour le mépris de classe, parce que là vraiment on sentait que derrière il y avait toute une représentation. Bon, c'est Roustan et ses sbires, quoi, mais c'est vrai que c'est un peu gênant. Alors je sais Fred que tu as une question, je vais t'autoriser à la poser tout de suite, mais on va y répondre en fin de live, puisque je connais un peu le contenu, vas-y. Ouais, alors ma petite question, c'est une question habile, alors je suis désolé, j'ai pas encore lu ton livre. Mais ça va venir, hein. Il est commandé, donc voilà. Et la question, c'était par rapport aux animalistes, parce que moi, les animalistes, je trouve que, alors effectivement, c'est une minorité hein, qu'on entend beaucoup, qui a une espèce de porte-parole extrêmement médiatique. Mais je pense aussi qu'il provoque aussi un espèce de choc. Alors il faudrait que ce choc, on le rende salutaire, mais il provoque un choc chez les pêcheurs, parce que moi, personnellement, parce que je suis aussi pêcheur, hein, ce qui m'a énormément choqué chez eux, c'est que finalement, ils critiquent plus le no-kill que la mise à mort des poissons, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, ils voient dans le no-kill une espèce de souffrance sans finalité, alors que la mise à mort, finalement, ça a du sens. Pourquoi vous ne mangez pas vos poissons? C'est débile, c'est dangereux, c'est méchant. Voilà, donc c'est ça un peu la question que j'ai, c'est par rapport à ce positionnement des animalistes sur le no-kill, quoi. On l'approvisionne pour plus tard, peut-être celle-ci, parce que Fred va revenir tout à l'heure. Oui, je te demande. C'est une question super intéressante. Très intéressante. J'y ai pas mal réfléchi aussi, donc ça va être super intéressant d'en discuter. Ouais. Fred, je peux te demander de nous la rappeler quand je te rappelle en fin de live, parce que Fred va revenir avec sa casquette de sociologue plus tard dans le débat. Alors à ce sujet, on a déjà perdu pas mal de temps. La Lose a eu une migration un peu longue. Je te laisse raccrocher, Fred, et tout à l'heure je te rappelle, d'accord? Alors moi quand même, ce qui m'a plu, et justement ça rejoint ma question sur l'éloquence,
C'est-à-dire qu'on sent que chez toi, l'éloquence, c'est une notion qui est assez proche de celle d'élégance, en fait, quand on te connaît et quand on te lit. Et au fond d'élégance, même dans le sens de la politesse. Et que ça rejoint cette idée chez toi d'essayer sans cesse de rapprocher, de comprendre le rapport, pour les rapprocher entre vision et langage. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui transpire pas mal dans toutes tes pages. D'ailleurs, il y a beaucoup de moments très poétiques de synesthésie, un peu, tu vois, de confusion des sens, mais aussi de confusion des sens et du langage. Ça revient assez inlassablement tout au long des pages. C'est-à-dire que là, on sent justement que tu essayes de dépasser l'opposition métaphysique. Tu penses des impensés, des entre-deux, tu vois, de distinction entre ce qu'est la sincérité et le langage, parce que tu as bien compris qu'en réalité, la relation était beaucoup plus étroite que ça. Et d'ailleurs, quand tu parles de l'éloquence de la sardine, c'est pas l'éloquence de la sardine elle-même en tant qu'individu, mais en tant qu'elle constitue un groupe. C'est pas la sardine toute seule, c'est la sardine en tant qu'elle a la politesse de ne pas toucher les autres, qu'elle a une certaine manière de vivre en groupe et que ce groupe en lui-même est très élégant, très beau à regarder. Et là encore, on voit tout le côté du rapport social, de la vision, du langage et tout ça. Et c'était le premier grand thème, finalement, c'est celui qui fait titre. Mais ça te permet de te dire que voilà, ce monde du silence est très loin d'être silencieux, hein, c'est un peu ta rupture avec Cousteau, on va dire, et que tu dis même que c'est ce monde-là, peuplé de ces êtres-là, qui t'ont appris l'art de la parole. Ça, je voudrais juste que tu me dises un mot là-dessus. Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est à la fois un peu aussi sur la métaphore, hein, sur le fait que de voir tous ces poissons qui s'expriment à leur manière, différemment. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'hyper grandiloquent et grande gueule dans la vie de tous les jours. Je suis plutôt réservé et timide. Et l'art de la parole, ça m'est venu aussi en voyant qu'il y a plein de façons de communiquer qui peuvent être plus discrètes, comme tu dis, sur la politesse. Ça, d'une part. Et puis, d'autre part, le monde des poissons, qui est ma passion, la pêche, la mer, etc., ça m'a permis des rencontres formidables de gens tous super différents et de trouver vraiment un domaine dans lequel je pouvais m'exprimer avec bonheur. Et c'est comme ça, en défendant des causes un peu comme la pêche, la protection du milieu naturel, associative, etc., que j'ai commencé à faire de l'éloquence. Et typiquement aujourd'hui, hein, je ne m'imaginais pas que la plus belle critique que j'aurais, en tout cas, et la plus intelligente sur mon livre, ça viendrait d'une chaîne de pêche, tu vois. mais vraiment, c'est gentil, merci. Là, j'étais... Non, c'était... Alors, franchement, même, alors que pourtant, il est passé sur pas mal de radios, d'émissions littéraires, etc., mais là, c'est les trucs les plus intelligents qui ont été dit dessus de très loin. Ah bah c'est gentil, mais je veux te demander d'ailleurs, pour parler de rester des trucs intelligents, il est sympa, Ruquier ? Ruquier, il est très sympa, très bienveillant et très professionnel. Tu vois, c'est là où je vois que je suis resté assez proche de mes collègues, tu vois, finalement, mais bien sûr, cette supériorité intellectuelle ne peut pas me permettre de rester à la télé, c'est tout. Alors, je voudrais aborder un deuxième point de ton livre, mais là, pour le coup, ça me permet de replonger complètement dans notre thème. Les gens brûlent qu'on parle de l'animalisme, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Et un autre truc qui m'a fasciné dans ton livre, alors là, c'est pour le pitcher un petit peu. Enfant, tu nous racontes ta fascination quand même pour la faune marine, mais tant qu'elle reste dans l'empire du visible. C'est-à-dire pour toi, il y avait quand même deux mondes. Il y avait la faune marine visible, et puis il y avait cet univers invisible. Et évidemment, l'univers visible, donc les petites crevettes qu'on ramasse au bord, tout ça, c'est vraiment l'empire rassurant du monde sous-marin. Et tu t'en es resté longtemps cantonné à ça. Et évidemment, les poissons, ils font partie de l'invisible encore à ce moment-là, quand tu es petit. Jusqu'au jour où une sardine égarée, et il faut toujours, quand on lit ton livre, provisionner cette remarque, puisque ça sert pour la fin du livre, cette sardine égarée qui a perdu son banc de poissons, d'un coup, elle s'offre à ta vue, elle se donne à voir. C'est comme s'il y avait un morceau d'abysse, un morceau d'invisible qui se donnait à voir, et là, ça crée un choc, puisque tu te rends compte, pour faire simple et compliqué à la fois, que si le visible a pour lui le beau, eh bien l'invisible, il est formidable. Et en français, tu sais, ce qui est formidable, c'est ce qui est à la fois fascinant, mais qui fait peur. C'est les deux en même temps. C'est un mot qui est un peu galvaudé, mais c'est ça que ça veut dire. Et il y a eu évidemment donc toute une préparation psychologique, j'imagine tout un travail intérieur de cette rencontre, qui t'a amené quand même aussi, parce que là, elle a fait un pas vers toi, mais c'était à toi de faire un pas après vers les autres poissons. Et donc la plongée sous-marine, donc la pêche, donc la science. Exactement. Et c'est ce qui est très très beau dans ton livre. Et ton livre montre qu'en fait, dans l'invisible, comme dirait Bergson, il y a plus que dans le visible, puisque c'est le visible et la négation du visible, tu vois, dirait Bergson. Je trouvais ça vraiment très très très... on le sent vraiment bien à l'œuvre dans ton bouquin. Et finalement, c'est ce qui t'a un peu mis sur les rails de la science. C'est ça qui est amusant, c'est la manière dont tu présentes ça. Ouais.
Et tu te retrouves finalement, depuis cette rencontre, ce geste inaugural, à la fois pêcheur, écologiste convaincu et scientifique, les trois à la fois. Et il y a un moment, un effort de justification dans ton texte qui consiste à dire, c'est le second grand thème à mon avis du livre, tu sembles penser que les scientifiques, les pêcheurs et les écologistes, ils partagent un même rapport aux poissons, mais qu'ils ne partagent pas par contre une même position par rapport aux poissons. Et tandis que le scientifique objective la chaîne alimentaire, objectif ça veut dire étymologiquement mettre devant soi, le pêcheur lui, il cherche quelle est sa place dans la chaîne alimentaire. Et là on voit tout de suite la coïncidence, c'est qu'évidemment le scientifique montre la chaîne alimentaire et donc il peut montrer, mais il n'est pas dedans, tu vois, sa position un peu de surplomb fait qu'il n'est pas dans la chaîne alimentaire. Et il peut nous aider, nous pêcheurs, à comprendre comment retrouver notre place dans cette chaîne alimentaire-là. Et là-dessus, alors comme c'était pas le sujet vraiment du livre, d'aller dans ce sens-là, évidemment, c'est à peine évoqué. Moi, je suis allé chercher parce que ça concernait notre interview. Mais enfin, en tout cas, on le sent bien. On sent aussi que ce que tu crains dans la scientificité, c'est l'homme cartésien, maître et possesseur de la nature. Donc, il y a une défense aussi contre cette tendance-là de la science qui revient à plusieurs moments. Et à un moment, tu as cette très belle phrase. Tu dis « La conscience de la place qui est la nôtre dans l'écosystème, du rôle qu'on y joue, nous conduit à le préserver. » Et donc ma question, excuse-moi pour cette longue introduction, c'est est-ce que tu pourrais juste développer un tout petit peu comment tu vois l'articulation entre écologie et halieutisme par le truchement de la science, puisque c'est quand même ça qui est implicite dans ton livre. Tu as déjà résumé la majeure partie des choses, et mieux que je ne l'ai fait, je pense, même dans le bouquin, donc c'est formidable. Pas du tout. Mais c'est ça, je pense qu'effectivement avec l'écologie, la pêche et la science sont trois catégories qui, sur le milieu marin ou aquatique, recherchent le même objectif. Même si la science, normalement, doit juste décrire et expliquer, les scientifiques veulent quand même que ça serve que leurs explications servent à préserver le milieu aquatique. Les pêcheurs aussi, parce que s'il n'y avait plus de poissons, on ne pourrait plus pêcher. Et les écologistes, dont les pêcheurs peuvent faire partie d'ailleurs, en grande partie, ils veulent aussi évidemment préserver les milieux a priori. Les animalistes, ça peut être différent. On pourra en reparler, c'est pas tout à fait le même objectif et c'est justement là qu'est le problème, je pense. C'est qu'ils s'écartent de la science et de la place dans la chaîne alimentaire. Mais le pêcheur, je pense, en fait, quand on pêche, c'est de là que vient le plaisir de la pêche, d'avoir une place dans la chaîne alimentaire. On est des animaux au départ. Nos ancêtres, ils vivaient dans la savane, ils avaient besoin d'avoir du plaisir quand ils attrapaient une proie et d'avoir du plaisir quand ils avaient l'impression d'échapper aussi à un prédateur, de trouver des indices dans la savane et ça a été étudié par des neuroscientifiques, il y a des parties du cerveau qui nous donnent du plaisir quand on acquiert de la connaissance, parce que dans la savane, la connaissance, c'est trouver une trace, la trace d'un lion qui allait sinon nous manger. Et on a aussi du plaisir quand on attrape une proie, quand on mange, et toutes sortes d'autres choses qui permettaient la survie de l'espèce. De nos jours, ce plaisir, on ne l'a plus aussi directement, parce qu'on mange du jambon qui est sous un blister et qu'on n'attrape pas soi-même. Donc la pêche, ça permet quand même d'être une des activités les plus proches de ces activités ancestrales, je pense. Et je pense que, c'est ce que je ressens surtout, mais c'est pile la bonne dose de plaisir. Et de violence, c'est quand même assez euphémisé comme niveau de violence. C'est le niveau de violence ancestrale, que ce soit la pêche, la chasse, c'est-à-dire on essaye de se créer ce plaisir-là par d'autres moyens dans notre société. Donc on va aller faire des sports, on va aller faire des jeux vidéo. Pour ce qui est du plaisir un peu de chasse, de prédation, c'est ça qu'on va faire. On va aller au laser game ou au paintball tirer sur des gens. Ouais. Et là, c'est plus le bon niveau de violence. Donc on devient un peu addict ou alors on n'en a pas assez. C'est plus le bon niveau, je pense, pour notre cerveau. Pareil pour la bouffe, tu vois, ou pour tout ce qui est plaisir de la connaissance. Tandis que quand tu vas regarder des documentaires, lire des livres ou scroller sur un fil Facebook pour avoir des informations, là, on est drogué, c'est plus le bon niveau d'hormones chimiques dans le cerveau. Tandis que quand on est dans la nature à chercher un gobage sur une rivière, je pense que c'est un peu ça nous ramène à notre condition ancestrale. Et en particulier sur l'épisode des orques, qu'on ne va pas raconter parce que c'est un moment important du livre que je ne veux pas spoiler, où vraiment on voit qu'il y a une sorte de symbiose entre l'homme et l'orque, et donc ça renvoie à cette idée de retrouver sa place au sein de la nature, au sein de la chaîne alimentaire.
et que la science pourrait nous y aider. Et pour le coup, voilà, la question des animalistes, c'est tout à fait ça. C'est la question de la place de l'homme par rapport à ses interactions avec les autres animaux. Quelle économie, dans le sens de quel rapport il entretient avec les animaux. Et donc, pour le coup, on va parler des animalistes. Alors, pour introduire mon propos, je vais procéder d'abord en deux temps. Je vais m'intéresser à ceux qui nous attaquent et à leurs arguments. On va commenter ça ensemble. Après, on va faire un rapide détour sur les défenses habituelles des pêcheurs par rapport à ça. Et puis alors après, le niveau va monter d'un cran. Si j'espère, accrochez-vous, mais ça va tenir. On rappellera le sociologue Fred Roux, mais aussi un philosophe, un professeur de philosophie, Laurent, pour qu'on parle de tout ça tous ensemble. Et là, on va vraiment essayer de vous faire comprendre quel est le problème réel, quelles sont les questions que posent les animalistes et évidemment comment on peut essayer de commencer à y répondre. La vidéo que je voudrais vous montrer, c'est une vidéo que beaucoup de pêcheurs ont vue. C'est Simonet qui parle avec la représentante de Zoopolis, avec la porte-parole. Et je voudrais qu'on vous soyez attentifs aux arguments qui sont exprimés dans cette vidéo. On va en parler dans une seconde. L'objet de cette association, alors notre mission, c'est de défendre les intérêts des animaux sans distinction d'espèces à Paris et ailleurs. Notre première campagne, Paris sans captivité animale, a pour objectif que la ville de Paris autorise uniquement des spectacles sans animaux sur le territoire de la ville. Et hélas, la bataille elle continue parce qu'elle est un petit peu hypocrite. La ville de Paris ne veut pas aller jusqu'au bout. Alors c'est vrai qu'il y a une compétence de l'État là-dessus, mais bon, il y a pas d'engagement. Alors là, on est à côté de la Seine parce que tu m'as parlé d'un sujet où je n'étais absolument pas au courant et je n'étais pas sensibilisée à cela. C'est la question de la pêche. Tu peux nous en dire plus ? Exactement. Alors à Paris, en fait, il est autorisé de pêcher. Par contre, il est interdit de consommer les poissons de la pêche et des autres cours d'eau. Donc c'est vraiment pas du tout cohérent. Et les poissons ressentent la souffrance, les poissons veulent vivre, ils ont aussi des relations sociales complexes et ils ont des émotions comme la joie, la peur ou la terreur. Et c'est pour cela que nous demandons à la ville de Paris d'interdire la pêche à Paris pour faire reculer la souffrance animale. Alors c'est vrai que vous pouvez vous dire, mais c'est pas le sujet prioritaire, il y a d'autres batailles à mener, enfin vous savez, je mène aussi d'autres batailles. Et moi je trouve quand même qu'il y a juste une question de bon sens. Puisqu'on ne peut pas manger les poissons, pourquoi continuer à autoriser la pêche là où on ne peut pas manger les poissons? Voilà, sinon ça devient une souffrance infligée gratuitement. Je trouve ça assez absurde. Donc du coup, je vais relayer cette bataille au Conseil de Paris. Merci. Je pense que la question de la souffrance animale, bien, interroge notre rapport civilisationnel. Alors, comme tout à l'heure, je voudrais juste faire un tout petit décryptage, juste reprendre un petit peu le fil, le scénario de ce qui vient de se passer. La porte-parole de Zoopolis, en fait, se pose en défenseur des animaux, précise-t-elle, sans distinction d'espèces. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est sans distinction de dignité entre vertébrés et invertébrés, mammifères et reptiles, animal à sang chaud, froid, etc. Il n'y a pas de rapport de priorité. Tous les animaux se valent, c'est-à-dire pas de hiérarchie entre les espèces. Contre la pêche, elle va donc utiliser un argument qui est l'argument qu'on pourrait appeler d'incohérence. Elle dit, puisqu'on ne peut pas consommer de poisson, pourquoi pêcher? Alors là, c'est typiquement un argument de type exotérique, parce que elle et les autres animalistes, même si c'était pour les consommer, elle serait sans doute contre. C'est pas trop la question, c'est juste que là, elle veut essayer un petit peu de choquer les gens, à se dire, bah oui, quel intérêt il y a à pêcher si c'est pour pas en plus se nourrir de poissons. Donc l'argument est assez opportuniste, mais enfin, bon, c'est le jeu de la communication externe, on peut pas lui en vouloir. Ce qui est plus intéressant, j'en démarre mon truc, ce qui est plus intéressant ensuite, c'est qu'elle pose une série d'affirmations assez rapidement sur la souffrance des poissons, leur volonté de vivre. Donc tu nous diras si les poissons savent qu'ils vont mourir, hein, si c'est des êtres voués à la mort, comme Scheidegger, et qu'ils auraient des relations sociales, des interactions sociales complexes, et elle nous parle de leur capacité émotionnelle. Là-dessus, elle en conclut qu'interdire la pêche, c'est faire reculer la souffrance animale. Il y a une équivalence entre l'interdiction de la pêche et le recul de la souffrance animale qui est donnée. Là-dessus, Simonet intervient, et donc elle va commencer par dire... alors je pense qu'elle commence par se faire un reproche qu'elle se fait en fait à elle-même. Oui, c'est peut-être pas la priorité, il y a des combats... Bon, ça, je pense qu'en fait, c'est sa mauvaise conscience qui parle, parce que quand on est à la France insoumise, je me permets une petite incise, s'attaquer à un loisir aussi dominé que la pêche de loisir, c'est pas ce qu'il y a de plus classe, et quand on est élu de Paris s'en prendre aux pauvres, en priorité, c'est pas top, et je pense qu'elle le sait, qu'on a dû, dans ses rangs, lui faire le reproche. Après, elle va utiliser un argument qui est l'appel au bon sens.
Ça, tu sais comme moi que c'est un sophisme, donc ça aussi on peut ne pas en tenir compte. Et enfin, il y a un deuxième sophisme, ça c'est la spécialité des politiques, c'est ce que j'appellerais l'effet boule de merde, ça s'appelle pas comme ça en rhétorique, mais on s'en fout. C'est pêche un poisson et tu battras ta femme. Ce qui est évidemment complètement absurde, mais enrobé comme elle l'a fait dans un mouvement de grandiloquence, ça peut toujours passer. Donc ce qui reste quand même, je pense, de cette vidéo qu'on peut récupérer, excusez-moi, je suis un petit peu dur, mais j'ai l'habitude aussi d'être comme ça. Enfin, Bill, tu sais ça, les conversations intellectuelles sont impitoyables. Hein. En tout cas, ce qui reste de ces trucs-là, c'est la souffrance des poissons, leur volonté supposée de vivre, leurs relations sociales complexes et leur capacité émotionnelle. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus ? Sur la souffrance des poissons, c'est un sujet qui est très très sujet à débat chez les scientifiques. À la fois, on dit c'est très très sujet à débat, mais quand on regarde vraiment, il y a très peu d'équipes dans le monde qui s'y intéressent vraiment. Il y a un nombre de publications relativement restreint en fait. Hein. Enfin, il y a de l'ordre de 200 papiers à peu près au total scientifiques, mais qui s'échelonnent sur 30 ou 40 ans de recherche. Donc en vrai, c'est pas grand-chose, c'est pas un sujet non plus hyper brûlant et hyper étudié. Et tout dépend de la façon dont on l'étudie pour savoir si les poissons ressentent ou pas la douleur. Alors on parle même pas encore de souffrance, c'est-à-dire de dimension psychologique de la douleur, mais simplement le fait d'un stimulus négatif que vraiment ils ressentent d'une façon similaire à la nôtre ou pas. Ils n'ont pas les structures dans leur cerveau analogues aux nôtres ou à celles des oiseaux et des mammifères pour ressentir le stimulus négatif de douleur d'une façon analogue comme un humain, un poulet ou un mouton, mais ils ont une structure qui pourrait être un peu similaire et qu'on soupçonnerait de pouvoir traiter aussi la douleur. Ce qui est certain, c'est qu'ils ressentent quand ils sont piqués par un hameçon, par exemple, hein, ça, ils le perçoivent. Après, pour utiliser moi aussi un argument de bon sens, même si c'est peut-être un sophisme, hein, un silure, un brochet ou un black bass qui mange des perches et des écrevisses toute la journée, la piqûre d'un hameçon, c'est pas grand-chose comparé à la piqûre d'une perche qui croque à pleines dents. Quand on voit les brochets qui peuvent être pris, ça m'est encore arrivé l'année dernière, en une demi-heure, le même brochet sur le même leurre, c'est qu'a priori, c'est quand même pas vraiment une immense souffrance quand on le fait proprement. Après, voilà, c'est sujet à débat. Même les Suisses qui ont interdit le no-kill dans leur rapport où ils étudient l'ensemble des textes scientifiques qu'ils pouvaient trouver là-dessus, reconnaissent qu'il n'y a aucune certitude là-dessus. C'est uniquement des suppositions, et donc on se base sur des suppositions pour décider qu'il faut ou non interdire la pêche. En Suisse, ils ont décidé qu'il fallait interdire le no-kill. En France, ça n'est pas le cas. Alors, en plus, ce que je voudrais ajouter, c'est une philosophie des sciences, un peu aspect, c'est que c'est pas parce que donc on voit des études scientifiques qui donc certaines concluent à la douleur des poissons, d'autres concluent que non, mais ça s'explique très bien. C'est que aussi la science aussi a ses propres paradigmes et présupposés. Et selon que l'on considère, pour le faire rapidement, je vous ai parlé les mots techniques, que l'on considère qu'il faut un seul équipement neurobiologique pour ressentir la douleur, ou que l'on considère que plusieurs équipements peuvent arriver à la même fin, qui est de ressentir la douleur, ben évidemment les conclusions ne vont pas être les mêmes. Parce que dans un cas, il faut trouver des fibres C et tout l'équipement qui va avec, et dans un autre cas, eh ben, on peut se satisfaire d'un autre équipement qui pourrait donner le résultat. D'où les suppositions dont tu parles. Ça reste quand même assez hypothétique, puisqu'il faudrait d'abord vérifier en amont si effectivement on a besoin absolument d'avoir des fibres C ou de ne pas en avoir, etc. Donc ça ne sert à rien de vous envoyer au visage des études scientifiques, c'est pas d'une lisibilité immédiate. C'est exactement ça la question. Oui. C'est ce qui fait la difficulté, c'est qu'on ne peut pas être dans la tête d'un autre animal que l'être humain. On ne peut que se baser sur des observations de comportement ou sur la présence de structures dans le cerveau, que ce soit le néocortex, les nocicepteurs au niveau de la bouche, etc. Et du coup, on peut avoir un certain nombre de critères et selon lesquels on considère, on peut conclure une chose ou son contraire. Et donc, on sera toujours a priori dans le flou là-dessus. Alors après, justement, quelqu'un a dit, tu as fait un peu un homme de paille. Là, pas du tout. C'est pas du tout en plus mon genre. Et c'est ce que je veux éviter. Je veux qu'on prenne au sérieux justement ce que nous disent les animalistes, car ils ont aussi des très bons arguments. Donc sur la souffrance des poissons, on a compris que c'était quand même assez sujet à caution pour l'instant. Je pense que la volonté de vivre, alors est-ce que les poissons ont conscience de la mort et tout ça, rapidement là-dessus, à moins que ça soit plus compliqué que je pensais? Ça, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études parce que c'est encore plus profond mais
Mais la conscience chez les poissons, non. Il y a quelques poissons qui auraient réussi le test du miroir, c'est-à-dire on leur met une tache ou autre sur leur corps et ils se voient dans un miroir, ils comprennent que c'est eux. Mais il suffit d'avoir un aquarium pour comprendre que ce n'est pas vraiment forcément le cas de tous les poissons non plus. Mais a priori, d'avoir une conscience de la mort, c'est non. Alors des relations sociales complexes, ça je pense qu'on peut dire oui, mais qu'est-ce qu'on entend par complexe, qu'est-ce qu'on entend par relation sociale? Exactement. Et puis les capacités émotionnelles, bon ça me paraît aussi très spéculatif aussi, et puis ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on met derrière les termes, j'imagine. Oui, les relations sociales, beaucoup peuvent se modéliser par des modèles simplement mathématiques, voire hydrodynamiques. L'organisation d'un banc de poissons, ça peut être majoritairement dû au sillage des poissons les uns derrière les autres. Et en mettant un poisson mort, il peut suivre le banc quasiment de la même manière qu'un poisson vivant. Donc, après, il y a des interactions sociales parfois plus compliquées que ça, selon les espèces, on le sait. On le voit, une perche prise à l'hameçon, les autres peuvent suivre. Des choses comme ça, la reproduction qui peut faire intervenir des processus assez compliqués. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des êtres conscients comme nous, qu'ils ont des réflexions philosophiques sur la mort ou qu'ils arrivent à avoir une conscience psychologique de la douleur. Donc tout ça pour dire que voilà, ils ont quand même des bons arguments, mais pas seulement, ils sont comme nous, ils font aussi de la communication externe en disant parfois à peu près n'importe quoi. Surtout les fondements scientifiques ne sont pas du tout établis autant qu'ils aimeraient nous le faire croire. Ils ont quand même quelques lignes de force dans leur argumentation. On va le voir après, mais d'abord, je veux qu'on fasse un petit tour sur les défenseurs, c'est-à-dire sur nous. Et je voudrais qu'on revoie cet extrait du passage de nos amis de chez Fishfinder sur une connerie de télé-réalité. Je ne sais pas laquelle, vous me direz laquelle en commentaire. Et je voudrais qu'on le regarde parce que c'était assez instructif aussi. Et alors, la philosophie du pêcheur, parce qu'il y a un peu des polémiques sur les pêcheurs, les chasseurs. Les bons pêcheurs et les mauvais pêcheurs. Il y a les bons et des mauvais, voilà, c'est ça. Non, mais les pêcheurs en général, ils relâchent le poisson. Je veux dire, combien de poissons sont rejetables et vivent ensuite? Sur notre plateforme, les gens donc mettent quand ils relâchent ou pas les poissons, d'accord? Et on a 85% de poissons qui sont relâchés. Voilà. Nous, Dans quel état t'empêche? Parce que moi, ils sont un peu amochés, ils sont juste. C'est clair qu'il y a quand on pêche un poisson, c'est clair, faut pas se voiler la face. Il y a un impact sur le poisson, ça c'est sûr. Il y a un hameçon. Voilà. On assume cet impact dans le sens où, de toute façon, à la base, la pêche, c'est pour se nourrir. Donc voilà, si le poisson est abîmé, on va le conserver, on va le garder. Vous dites que 85% sont rejetés, mais en même temps, on ne sait pas trop dans quel état. On ne sait pas trop s'ils s'en tirent véritablement. Juste une chose, c'est quand même pour vous faire comprendre que les pêcheurs sont les personnes qui contribuent à maintenir les espaces aquatiques. Ah, mais c'est comme les chasseurs, c'est les plus grands écologistes de France. Oui, peut-être, mais il y a quand même cette notion de gestion des milieux. Et en fait, l'agence de l'eau, elle est financée en grande partie par les redevances des pêcheurs. Un pêcheur, s'il n'y a pas de poisson, il ne pêche plus. Donc il a ce besoin de maintenir les écosystèmes. Je comprends tout à fait que ce ne soit pas votre passion, mais simplement, il y a 3,5 millions de personnes en France dont c'est la passion. Il y en a 200 millions dans le monde. C'est un loisir qui génère énormément d'emplois et un business important. Moi, je vais me jeter à l'eau. Moi, je passe un mauvais moment, donc je vais vite m'en débarrasser. Je suis à la fois, je vous trouve super, sympa, intelligent, modeste, humble, passionné. Mais je souffre de vous entendre mettre votre intelligence, votre passion au service d'un loisir qui consiste quand même quelque part à buter des animaux au départ. Et voir deux mecs comme vous, avec l'intelligence que vous avez, se mettre au service, non pas de sauver ce qui reste, mais d'essayer de s'amuser avec, ça me pose un énorme problème. Je vais tout faire pour essayer de convaincre les gens qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Alors c'est assez douloureux à regarder parce que nos amis Grégory et son pote, dont j'ai oublié le nom, passent un très mauvais moment. Et ce que je tiens à dire tout de suite, c'est que c'est pas de leur faute à eux. C'est des garçons d'abord adorables. Et n'importe qui, moi le premier à leur place, aurait subi exactement la même chose. Il faut bien qu'on intègre quelque chose, c'est que les dispositifs sont beaucoup plus forts que les interlocuteurs. Et là, ils n'étaient absolument pas en position de s'en sortir. Et moi, ils ne s'y attendaient pas. Non, mais ils ne s'y attendaient pas. Et de tout... Alors que on pouvait s'y attendre. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que il n'y avait pas... les meilleurs arguments n'auraient pas pu crever le dispositif. Donc, c'est pas du tout eux que je remets en cause et tout ça. Et d'ailleurs, si le GIFAP, le syndicat industriel, devait avoir une fonction, c'est qu'on devrait toujours demander l'autorisation au GIFAP avant de faire des passages télé, parce que quand même, ça nous concerne tous, ne serait-ce pour qu'ils se disent non, faut pas y aller.
Je voudrais juste revenir là-dedans. Ce qui était, moi, je trouve intéressant, c'est qu'il y avait des gens, et c'est pour ça on va arriver, c'est un peu le point nodal de la discussion autour des animalistes, qui étaient focalisés sur la souffrance du poisson, sur la douleur du poisson. Et l'on voit comme les arguments que les pêcheurs sont habitués à répéter, finalement rebondissent comme des petits points fragiles sur le torse bombé de cette indignation par rapport à la douleur. Et ça me permet juste d'introduire un tout petit peu le propos en disant qu'il faut considérer qu'il y a à peu près 3 genres d'arguments. Il y a un type d'argument que j'appellerais ésotérique, c'est-à-dire ça c'est ceux qu'on se dit entre nous, genre le nettoyage de rivières. Donc c'est bien pour se mobiliser en tant que pêcheur et dire bah oui, on est fondé en droit pour être là et faire ce qu'on fait. Il y a les arguments un peu exotériques, c'est-à-dire à l'intention du public, l'expression les sentinelles de la rivière, moi j'aime pas trop, mais effectivement ça peut un petit peu mettre le public de notre côté. Ça, c'est 2 types d'arguments qui sont, on va dire, d'un point de vue pratique. C'est du côté un peu militant et rhétorique. Mais les questions qui sont posées, et surtout la question de la souffrance, sont des questions d'un niveau beaucoup plus théorétique, et c'est ce qu'on va essayer d'aborder tout de suite. Et il faut qu'on sache aussi, alors tout ça c'est des bons arguments, hein, même les premiers arguments que je vous ai donnés, mais tous les arguments ne sont pas bons avec tous les bons interlocuteurs. Et là, typiquement, c'était foutu d'avance. Et je voudrais qu'on parle de ça en faisant intervenir en particulier mon copain Laurent, qui est professeur de philosophie, et qui va nous parler de ça. Donc je vais essayer de l'appeler tout de suite. Si tu veux faire un commentaire en attendant peut-être sur ce que tu as vu. Oui, des gens comme les véganes intégristes, comme celui qui était là dans le jury là, pour mes amis de Fischfrender, que je salue d'ailleurs, on ne peut pas les convaincre en fait, a priori. Ce sera très difficile. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est leur montrer qu'on a un impact et surtout que la décision d'interdire la pêche de loisirs ou le no-kill aurait des conséquences désastreuses. Mais on ne peut pas les convaincre. Ce qu'il faut, c'est convaincre les autres. C'est convaincre tous les gens qui, a priori, n'ont pas une sympathie ou une antipathie particulière envers les pêcheurs et qui sont prêts à nous écouter si c'est nous qui tirons les premiers. Merci, c'est exactement ça. Donc oui, quelqu'un disait ça sert à rien de parler avec eux. Moi je pense qu'il faut quand même discuter, mais surtout il faut pas forcément leur parler, mais au moins les écouter. D'abord parce que tous leurs arguments ne sont pas absurdes, et donc ils peuvent porter, et donc il faut se préparer à y répondre. Et Laurent, alors donc tu es professeur de philosophie, tu as un doctorat en logique, rien que ça je trouve ça déjà d'un comique énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Même au McDo, ils veulent pas des mecs qui ont un doctorat en logique, non? Rien d'autre à faire. Toi, tu voulais nous parler justement de ce point nodal de la souffrance du poisson. Ouais, en fait, par métier, quand on fait de la philosophie, ce qu'on cherche, c'est l'endroit où ça fait mal. Discipline, c'est vraiment la science des problèmes. Et donc, en écoutant les animalistes, en étant moi-même pêcheur depuis toujours, et en écoutant ce qu'ils ont à dire, ce qui va m'intéresser forcément, c'est là où ils sont le plus forts, en fait. C'est ce qu'ils ont de mieux à dire. Donc du coup, évidemment, beaucoup moins écouter les politiques ou les personnalités de la télé et un peu plus regarder les gens qui articulent les positions. Peut-être le premier truc qu'il faudrait dire, c'est qu'animaliste, bon, c'est un mot qui est assez improprement utilisé. À l'endroit où ça s'articule le plus aux États-Unis, ils appellent ça sentientism. Donc l'idée, c'est pas le problème de l'animal, c'est justement sa capacité de sentience, c'est-à-dire de sentir quelque chose. Donc, j'ai déjà rien que le mot, en fait, tu vois, c'est pas les animaux, en fait, c'est les êtres qui sont capables de sentir. Donc si tu trouves un animal qui sent rien, genre bactéries, un truc comme ça, directement, c'est pas important. Oui, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'ils se disent antispécistes en même temps, mais ils font quand même une hiérarchie, c'est-à-dire la pêche, ils sont contre, mais le shampoing anti-poux ou le vermifuge, ça, ils vont rien dire sous prétexte que les vers ou les poux sont pas sentients. Mais qu'est-ce que ça veut dire sentient? Ça reste quand même assez flou. Scientifiquement, ça n'a pas de sens. Je pense pas que le concept soit absurde, pour autant. Même s'il demande à être clarifié. Non, c'est pas complètement absurde, mais c'est borderline. Ouais, mais clairement, enfin, je veux dire, si tu prends une carotte, un poux et un mouton, par exemple, c'est relativement clair qu'il doit y avoir quelque chose comme un paramètre qui varie le long de la ligne. Et donc, mon point, c'est de dire, si on veut avoir quelque chose à leur dire, ou plus exactement, si on veut avoir quelque chose à dire pour parler aux gens qui sont sur la ligne. Parce qu'évidemment, un hardcore, tu vois, quelqu'un qui a une réaction complètement tripale quand tu vois un mec avec une canne à pêche, comme le gars dans l'émission qu'on vient de voir, évidemment, tu peux pas lui parler. Lui, il peut rien dire qui puisse nous atteindre, nous, on peut rien dire qui puisse l'atteindre lui. C'est pas là qu'est le débat. Le truc, c'est que nous, on parle et eux, ils parlent, et puis il y a des gens qui sont un peu sur la ligne, sur un décis, si tu veux, et là, ça va se jouer à qui a des bons arguments.
Clairement. Et pour avoir des gouvernements de l'autre côté, je crois que c'était pas mal de comprendre ce que les gars disent. Alors moi, ce que j'avais l'intention simplement de signaler, et ensuite je voudrais bien en parler avec toi aussi, c'est l'idée qu'en fait l'animalisme, donc le sentientisme, c'est une très vieille idée en fait. Enfin, c'est pas du tout un truc qui est à la mode depuis l'année dernière ou depuis 5 ans. Ça, c'est vraiment une erreur de croire ça. C'est quelque chose qui vient de très très loin. Et déjà, probablement que le terrain est potentialisé par le christianisme. Le christianisme, c'est vraiment autour de la souffrance. Le Dieu souffrant. Suffering God. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas être des pêcheurs et tout. Oui, c'est ça, mais c'est le Suffering God, hein, c'est complètement ça, le Dieu souffrant. Oui, c'est vrai. Donc au cœur de 2 millénaires d'histoire, si tu veux, du monde occidental, il y a cette idée que la souffrance est au cœur de nos préoccupations. Puis alors, il y a un coup de génie au XVIIIe siècle, en particulier chez Rousseau, en fait. Rousseau, c'est un des premiers qui vraiment fait de la philosophie de l'humain comme une espèce, de l'espèce humaine, en fait. C'est-à-dire l'animal vraiment au milieu des autres animaux. Et alors, il a cette idée incroyable, il faut fonder la morale. Et alors, le problème, c'est que bon, il n'est pas hyper pote avec les sociétés telles qu'on les connaît. Il est très critique par rapport aux sociétés de son temps. Alors, il se dit, on pourrait peut-être essayer de fonder la morale ailleurs que dans les relations sociales entre êtres humains. Et donc, il a cette idée, la question de la souffrance, on va la faire s'évader vers la nature. Et donc, ce qui est au cœur de la préoccupation, c'est qui une personne ? Et en particulier, avec qui je suis engagé moralement. Et la notion de personne, c'est une notion juridique. Alors, la notion de sujet, c'est une meilleure notion, quoi. Envers qui j'ai des responsabilités morales. Et la réponse qu'il donne, c'est envers tout ce qui peut éprouver de la souffrance, et c'est pas spécifiquement humain, c'est un truc qu'on voit à travers tout le vivant, ce qu'il appelle la pitié naturelle, c'est-à-dire toute chose égale par ailleurs. C'est là que c'est malin, il faut être attentif là-dessus, quoi. Il dit, ok, si ta survie est en jeu, si tu as besoin de bouffer, tu bouffes. Et la créature que tu manges, probablement, elle va pas être hyper contente, quoi. Mais toute chose égale par ailleurs, si ta survie n'est pas en danger, alors à ce moment-là, tu répugnes au spectacle de la souffrance, et il dit, on voit ça partout dans la nature. Alors, le claim est un peu fort, et à mon avis, il y aurait sûrement des tas de bémols, mais ça mérite d'être discuté, au moins, de voir est-ce qu'il y a de la gratuité tant que ça, de la cruauté gratuite autour de nous, à l'extérieur de l'humanité. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, tu te retrouves avec l'idée que tout ce qui peut souffrir est un sujet, et j'ai une relation morale avec toutes ces personnes-là, quoi. Et c'est ça l'idée des animalistes. En fait, c'est qu'on est tenu par quelque chose comme une relation morale envers l'autre qui souffre, quoi. Et alors tu me dis, bon, la question, est-ce que l'animal est capable de supporter, de souffrir? Probablement non, au sens strict du terme, parce qu'il n'a pas l'équipement pour avoir une psychologie. Est-ce qu'il est capable de percevoir de la douleur? Probablement oui. Dans quelle mesure et dans quelles conditions, ça c'est tout le débat en fait. C'est ça qui est. Je me souviens d'une étude américaine que j'avais lue où les gars essayaient d'inoculer du venin de guêpe dans les mâchoires détruites parce que bon, aux États-Unis ça fait pas mal couler. C'était un papier de la fin des années 80 et les réponses étaient probablement négatives, quoi. Ce qui est une bonne nouvelle pour les trucs qui de temps en temps mangent des guêpes. Donc bon, il est mieux que voilà. Mais ça reste un débat ouvert. Donc du coup la question c'est si on peut montrer qu'une catégorie de poissons, et tous les poissons sont pas au même niveau de ce point de vue-là. Je veux dire, il y a des millions d'années d'écart entre une carpe et une truite, par exemple, dans l'arborescence phylogénétique. C'est pas du tout le même genre d'animal, quoi. Donc si on peut montrer qu'un certain poisson, par exemple, une certaine espèce, est capable de ressentir la douleur, alors là, du coup, on se prend de plein fouet l'argument. Et la question, c'est comment est-ce qu'on répond à ça, quoi. Bill ? Oui, il y a deux questions intéressantes dans ce que tu viens de nous expliquer, qui enrichit vachement le débat. Déjà, le côté de voir les poissons comme des sujets, comme font les animalistes. C'est évidemment ça, et c'est ce qui fait que moi, je préfère le terme animaliste au terme écologiste pour désigner ces gens-là, parce que bien souvent, leur démarche, elle va quand même à l'encontre de l'écologie. Hein, on a discuté souvent avec des animalistes qui nous disaient « mais on s'en fiche que vous nettoyiez les rivières, que vous empêchiez le braconnage, que vous protégiez les espèces, parce que nous, les espèces, ça ne nous intéresse pas. Les espèces peuvent tous disparaître. Ce qui nous intéresse, c'est que les individus ne souffrent pas. De même que, voilà, l'humanité en soi
c'est qu'un concept, tandis que quelqu'un qu'on connaît, on ne veut pas le faire souffrir. Un humain, on ne va pas tuer un humain. Voilà. Je pense que eux, c'est assez marrant parce qu'ils voient les poissons à la fois comme des sujets et en même temps, dans ce que tu dis sur les sujets, il y a le côté, il faut reconnaître sa souffrance, mais il faut aussi être engagé moralement par rapport à lui. Et ils s'en sont tellement éloignés que quelque part, c'est les pêcheurs qui sont plus engagés moralement par rapport aux poissons. Parce que nous, on les voit tous les jours, ces poissons, on a une interaction avec eux, on les aime, sincèrement, on en a besoin pour vivre, c'est notre passion, et on se sent, pour la plupart des pêcheurs militants, le devoir de les protéger. Tandis qu'un animaliste qui est dans sa tour d'ivoire végane à ne manger que des espèces de tofu industriels, il ne sait pas ce que c'est qu'un poisson, il ne le voit pas, il est engagé moralement, mais par rapport à un objet qu'il voit comme un sujet. Donc c'est vachement tordu comme déracinement total par rapport aux contraintes matérielles, quoi. Nous, on est vraiment dans le réel, on voit le poisson, on est engagé moralement par rapport à lui, mais en même temps, on a ce paradoxe qu'on le fait quelque part souffrir, mais à la fois aussi le poisson en tant qu'objet, c'est-à-dire les espèces, les écosystèmes, c'est nous qui les protégeons. Et de l'autre côté, on a cette espèce de dérive de la vie moderne qui a fait qu'on a des gens qui se sentent engagés moralement envers un concept avec lequel ils n'ont aucun lien, parce que des poissons, ils n'en verront jamais que des photos derrière leur écran. Comme ça, on ne sait pas. Là, je veux dire, on avait dit pas d'homme de paille. Oui. Et je veux dire, le coup du bobo qui a un 4x4 et qui bouffe du tofu, etc. Je veux dire, à mon avis, dans les rangs, des gens qui sont engagés, ce genre de trucs, il y a pas mal de gars qui sont en bottes en caoutchouc et qui passent leur vie dans les champs, etc. J'en connais personnellement, il y en a. C'est pas que des clients qui habitent le 4e arrondissement, quoi, et qui regardent des poissons à la télé, quoi. C'est trop facile de gagner contre un mec comme ça. Mais ça reste quand même des gens qui font le lien. Avec les poissons. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu as dit parce que c'est tout à fait vrai. Parler des poissons, par exemple, comme des partenaires de jeu. Toute la campagne, pendant longtemps, Gobage disait relâchez vos rêves et il s'agissait de. Il y a quelque chose qui est effectivement très dans la direction de la subjectivation du poisson, mais du coup, on fait un truc qui est compliqué pour nous-mêmes. Ah oui, clairement, c'est pas évident. Sur les réseaux, tu as dû voir ça maintenant. Je veux dire, si tu veux. Si t'es un peu naïf et que tu sais pas et que tu postes une photo d'une truc que t'as pris et qui est posée sur le gravier, tu vas te faire écharper, quoi. Ou alors si t'as un troll d'internet, tu peux aimer ça, tu vois. Donc tu fais exprès de faire ce genre de photo de poster juste parce que pas quoi, t'as un problème. En tout cas, tu vois le truc, c'est que la question de la souffrance animale, elle est devenue vraiment forte chez nous aussi. Et c'est très curieux. Et du coup, on va se retrouver avec un problème difficile. Ce serait peut-être la question suivante, c'est quoi la marge, quoi? C'est quoi le tolérable? Tu vois, par exemple, chez les moucheurs, la question du sans-ardillon, c'est super important. Parce qu'effectivement, quand tu décroches un poisson et qu'il y a un ardillon, tu sens bien que tu le charcutes, quoi. Et même, tu vois, il y a un truc intéressant, c'est que toi-même, ça te fait mal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as un poisson, si t'arrives, je veux dire, bon, les pêcheurs de carnat, t'as un trip qui s'est mal coincé quelque part dans les ouïes, et il y a des ardillons là-dessus, quoi. T'y vas à la pince, le spectacle fait mal en fait, tu vois, t'as du mal à pas profiter, quoi. Bill, avant que tu répondes, juste avant que j'oublie, c'est vrai que là je parle en tant que communicant, pour le coup je ne m'amuse pas dans la conversation scientifique, c'est vrai que faut que les gens soient incités à faire très attention aux expressions qu'ils reprennent. Par exemple l'expression partenaire de jeu qui a fait Flores à une époque, bon moi je sais que c'est une pure inférence capitalistique, en fait ça vient du monde du travail et de la société de manière générale, mais il y a eu partout, hein, même dans le féminisme, chez Donna Haraway, il y a ce côté-là, avec le côté coach canin et tout ça. Mais ça a tendance à complètement imbiber toutes les régions de la société. Et ça peut, comme dit Laurent, se retourner contre nous quelques années après. Hein, cette notion de partenaire de jeu. Moi, personnellement, le poisson n'est pas un partenaire de jeu pour moi. Je ne sais pas d'où vient cette idée complètement absurde. Alors c'est vrai que ça fait joli, c'est un très beau packaging. Mais il faut se méfier, parce que les packagings ne sont pas tous biodégradables et ça peut nous revenir après dessus. Je te laisse répondre après pour la suite. Oui, c'est vrai qu'il faut faire très attention aux expressions. Après, il ne faut pas non plus complètement brider notre discours dans la défensive. Hein. Je pense qu'il faut surtout être dans une belle image pour convaincre, encore une fois, ceux qui sont sur la ligne ou ceux qui ne se sont jamais posé la question,
qui sont quand même la majeure partie des gens. Non, mais je parle pas des gens en général, je parle plutôt de la communication institutionnelle, marque, presse, machin, qui ont une responsabilité là-dedans. On n'est pas obligé de se faire la promotion de trucs qui peuvent... Puis surtout, il suffit de penser 2 secondes d'où ça vient pour se rendre compte que bon, souvent c'est juste une inférence capitalistique, c'est juste la matrice économique qui nous parle à travers notre loisir. Mais je veux dire, on peut se passer de faire la promotion de ce genre de choses. Non, c'était plus par rapport à ce que disait Laurent, c'est sur le thème qu'il avait abordé juste avant que je le coupe, c'était la centralité de la question de la souffrance quand même. Enfin, c'est vrai qu'il a raison, c'est lui-même qui m'a un peu sensibilisé à ça, parce que on verra après, mais moi je pense pas que ça soit ce qu'il y a de plus insurmontable, mais c'est vrai que c'est un écueil qui est très important et c'est une question qu'il faut qu'on affronte de front, cette histoire de souffrance. Qu'est-ce qu'on répond aux animalistes là-dessus, puisque c'est eux la convergence de leur intérêt pour nous, et nous il se trouve que c'est au cœur de notre pratique. Oui, je ne sais pas s'il faut répondre aux animalistes ou répondre plutôt aux autres qu'on peut convaincre. Oui, on s'est compris. Mais il faut répondre à tout le monde, il faut répondre à ceux qui nous posent la question. Et effectivement, on est un peu sur un paradoxe. Alors moi, souvent, quand on me pose un peu cette question de la souffrance, mais c'est pas que la souffrance, c'est plus la souffrance inutile. Parce que, pour reprendre aussi ce dont on parlait au début, les animalistes s'attaquent très peu à la pêche alimentaire, qui pourtant cause des ravages énormes et cause beaucoup plus de souffrance, parce que un demi-chalutier industriel va faire souffrir dans d'atroces souffrances bien plus de poissons que toute la pêche de loisirs française pendant des années, en un coup de filet. Donc, si on veut réduire la souffrance des poissons, on sait très bien contre qui il faut lutter. Après, les animalistes vont aussi attaquer ceux qui sont faciles à attaquer. Mais, donc déjà, moi, j'aime bien mettre en opposition... Ils se battent aussi contre le chalutage. Comment ? Ils se battent aussi contre le chalutage. C'est ce qu'ils disent, mais de fait, ils ne le font pas. Zoopolis ne se bat pas contre le chalutage. Ceux qui se battent contre le chalutage sont des écologistes, bien souvent aidés des pêcheurs. C'est Bloom, c'est éventuellement Greenpeace, c'est l'association de défense des ressources marines qui a obtenu le retrait des filets dans l'Adour, qui est en train de se battre contre la pêche du bar sur les baïnes, qui a obtenu la fin du chalutage sur le plateau de Rochebonne. C'est pas Zoopolis. Donc eux, ils se battent contre la pêche de loisir parce que ce qui les gêne, c'est que ce soit un loisir. Moi, ce que je réponds souvent, c'est que manger du poisson, c'est un loisir aussi. Surtout, encore plus dans la logique des véganes qui estiment qu'on n'a pas besoin du poisson pour vivre. C'est pas lui ou nous. Donc, aller manger des sushis, c'est uniquement pour le plaisir qu'on tue ce saumon qu'on a avant élevé dans d'atroces souffrances, etc. Donc, quel est le loisir le plus néfaste entre tuer un animal pour en manger un petit bout avec plein de gâchis, plein de pollution, de dégâts sur l'environnement, de surpêche, de menaces d'espèces, ou s'engager à protéger un milieu aquatique, être proche du milieu aquatique et éventuellement faire un petit piercing à une truite. Voilà, moi je le dis comme ça, on est sur beaucoup de sophismes et d'appels à l'affect dans ce que je dis, j'en suis conscient. Alors justement, je pense... Pardon, excuse-moi, vas-y, je veux pas te couper. Oui, non, mais vas-y. Non, je disais simplement, voilà, je pense que là on est au point qui est intéressant, c'est justement bon, la douleur, effectivement, Laurent a complètement raison d'installer ça au cœur du sujet. Douleur ou souffrance, d'ailleurs, je suis pas assez habile pour distinguer vraiment les deux. J'ai bien compris qu'il y avait un effet de réflexivité dans la souffrance aussi, donc ça nécessitait autre chose. Bon, ça c'est les philosophes qui se parlent entre eux, mais ce qui est sûr, c'est que oui, la douleur ou la souffrance, qu'importe comment on le prenne, ça fait partie du sujet. Et je voudrais qu'on remercie Laurent et qu'on rappelle Fred. Fred, il avait une petite chose à nous dire là-dessus, justement, sur la douleur dans son sens social. Merci vraiment, Laurent. Merci. À plus tard. Bonne soirée. Alors, pendant que Laurent raccroche, je vais essayer de trouver Fred. Je te laisse raccrocher, Laurent. Hein. Surtout, ne te mets pas torse nu, tu es encore là. On va rappeler Fred. Voilà, donc vous avez bien compris que donc il y a cette histoire de douleur qui a été bien d'ailleurs modérée par Bill. Et maintenant, Fred, s'il veut bien décrocher, s'il n'est pas parti, il va parler avec nous de... Voilà. Dans son sens social. Merci. Fred, pareil, il faut fermer le live quand tu arrives. Ouais, je suis en train de le faire. Ah, il a perdu sa casquette. Ouais, bon, je peux la remettre. Hein, non, c'est bon. C'est comme ça, on a l'impression qu'on a un intervenant supplémentaire. Donc, tu t'as suivi, j'imagine, donc Laurent... Absolument. Alors, il y a plein de choses que j'avais envie de dire, mais qui ont été dites. Hein, mais je voudrais rebondir peut-être sur deux petites choses.
La première, c'est sur la notion de partenaire de jeu, parce que moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui a été dit, même si, en partie, je dis que c'est une notion de piège, effectivement, mais cette notion, elle a aussi une histoire, parce qu'à mon avis, l'idée du game phishing, c'est une idée qui est apparue au 19e siècle, notamment chez les anglo-saxons, et elle s'est construite aussi à un moment où on créait le sport, à un moment où le sport était en train d'apparaître, voilà, la pratique sportive, une pratique coupée de sa finalité, au départ religieuse, festive, etc., pour devenir quelque chose qui est finalement la mise à l'épreuve d'une éthique, à être le sport, le fair play, etc. Et c'est à ce moment-là que la pêche sportive est apparue aussi. Et cette idée de partenaire de jeu, elle était quand même mise en avant pour justement rompre avec l'idée de prédation. Voilà. Donc effectivement, elle est restée. Voilà, c'est pas un truc qui est nouveau, c'est un truc qui est un peu resté, mais qui est effectivement une notion de piège aussi parce que. Et qui est revenu en force quand même. Moi, je l'ai vu revenir en force à la fin des années 90, dans les années 2000. Tout à fait. Mais c'est vrai. Alors après, la deuxième remarque aussi que je voulais faire, c'était par rapport à ce qui a été dit sur l'opposition que Bill a tout à fait raison de faire entre finalement les animalistes et les écologistes, parce que je pense effectivement que les animalistes ne sont pas des écologistes. Alors moi, dans le peu de lecture de philo que j'ai fait dans ma vie, j'ai lu Catherine Larère, par exemple, qui parle des éthiques de la nature. Elle oppose les éthiques, alors tout à l'heure on a dit qu'il ne fallait pas être binaire, on va être un peu quand même, elle oppose ce qu'elle appelle le biocentrisme, c'est-à-dire la sacralisation du vivant. Et souvent elle dit aussi que c'est un peu une éthique un peu, moi j'ai envie de dire presque néolibérale. Tout à l'heure quand on écoutait Simonet parler, la première chose qu'elle disait, on est là pour défendre les intérêts des animaux. Donc ça c'est intéressant, je trouve, parce que voilà, l'idée que les animaux c'est un marché, hein, ils ont leurs propres émotions, leur propre vie sociale, ce sont des individus. Donc on a le sentiment finalement que voilà, le monde c'est des espèces de petites sphères où il y a des individus voilà, qui ne devraient pas se toucher les uns les autres, pas s'embêter, etc. Ce qui est complètement débile parce que on est dans la nature et la nature est autour de nous, on en fait partie. Donc alors évidemment nous par rapport, on a des choses en plus même que le poulpe, hein. On a de la mémoire, on a une culture, on a une forme de rationalité. Donc c'est ça l'écologie, hein, ce qu'elle appelle l'écocentrisme, c'est cette idée qu'il faut penser notre action, nos interactions dans la nature. Peut-être même on peut aller jusqu'à rejeter même l'idée de nature, il y a des anthropologues qui le font, parce qu'on a remarqué qu'il y a des tribus, des scolas là, remarqué où l'idée de nature n'existe pas. Bon, donc voilà, ce qui est peut-être déjà un piège, encore plus que partenaire de jeu, l'idée même de nature est peut-être un piège avec lequel on pense le monde. Et donc, du coup, voilà, moi j'en arrive aussi à cette question du no-kill, parce que je vois les camarades tout à l'heure qu'on a vus en difficulté là, sur un plateau télé, ils étaient aussi en difficulté parce que, bon, moi je pense que, moi sur le débat sur la souffrance, c'est un débat sans fin, je vois qu'il y a plein d'interventions. Après, moi quand je pêche, la question que je me pose souvent, c'est la question de la survie du poisson que je relâche. Il y a les branchies qui saignent, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le relâcher, etc. Et je pense que là, on devrait être interpellé, alors sans être interpellé uniquement par les animalistes, on devrait s'interpeller nous-mêmes aussi sur ces questions de l'impact du no-kill, de l'éducation au no-kill, parce que moi je vois beaucoup de pêcheurs qui ne savent pas manipuler les poissons, voilà, et souvent le fait de le relâcher, ça suffit. Il y a une espèce de geste, moi c'est ce que j'ai souvent remarqué, hein, c'est un geste, ça suffit, je l'ai relâché, donc j'ai ma conscience, je l'ai même mis en scène, quelquefois, hein, je fais un bisou au poisson, je le relâche. En fait, moi je pense qu'il y a une rééducation à faire, y compris dans les clubs de pêche, les écoles de pêche, sur quel filet utiliser pour son épuisette, la finesse. On parlait de l'ardillon, moi je suis moucheur, chez les moucheurs il y a eu pendant longtemps aussi une surenchère sur la finesse, hein, pêcher en 800e, etc. Mais on se rend compte que souvent ça fait durer le combat, ça n'a aucun intérêt, le poisson voilà, produit de l'acide lactique encore plus, il faut le réanimer encore plus longtemps. Donc moi, je pense qu'il faut aussi mettre en avant aussi cette éducation. Donc là, c'est une communication plus toujours à l'intention du grand public, pas des animalistes. Hein, on est bien d'accord. Même soi-même, hein, enfin, je veux dire, même dans sa pratique personnelle, ce que je fais, est-ce que je dois le toucher? Moi, je me rappelle quand j'ai pêché mes premiers ombres. Voilà, c'était pendant la période du frais, on m'avait dit qu'il ne faut pas les pêcher là, ou alors tu les touches pas. Alors je ne comprenais pas trop ce que m'avait dit le guide de pêche à l'époque, mais voilà, il fallait en fait les décrocher dans l'eau par un petit geste, voilà, sans même les mettre à l'épuisette. Il m'a dit si tu les touches, c'est mort, ils vont être abîmés, etc. Donc
voilà, alors du coup, je me suis posé après des questions sur les périodes de pêche, pourquoi on pêchait là, il faut plus pêcher à cette période, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi faire ce travail, et il y a aussi des choses à faire rationnelles, hein, de mesurer la survie des poissons. Voilà, on est souvent content aussi de voir qu'un poisson a été attrapé plusieurs fois. Alors ça dépend des espèces. Hein. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que bon, la question de la souffrance ou de la douleur, c'est surtout quelque chose qu'il faut s'attacher à minimiser. Oui, parce que je pense que c'est un débat sans fin. Là, on est dans la métaphysique. L'impact. Voilà, moi je pense qu'il y a des impacts qui sont quantifiables. En plus, la survie, on peut le quantifier, on peut le mesurer. Alors, je sais plus, j'avais lu à une époque que ils avaient marqué sur les flats où on pêche le tarpon. Je crois que c'était en Floride. Hein, ils avaient remarqué, par exemple, que quand les pêcheurs venaient avec les guides de pêche sur les zones de flat, il y avait des requins qui suivaient en fait les bateaux parce qu'ils avaient remarqué que les pêcheurs relâchaient souvent des poissons un peu fatigués et qui étaient des proies très faciles pour les requins. Voilà, donc ça c'est une vraie question. Là, c'est une vraie question parce que à quoi bon relâcher un poisson si c'est pour le donner à un requin? Et peut-être que le donner à un requin c'est bien, mais voilà, c'est faudrait poser ces questions-là. Donc en fait, moi je pense que voilà, c'est une éthique finalement un peu plus loin que le bout de sa ligne. Et je pense que les animalistes, eux, ils voient pas plus loin hein, que le bout de leur nez, le bout du vivant, etc. Ils voient pas grand-chose en fait, donc je pense qu'il faut les laisser. Mais il faut pas nous non plus s'accrocher à des principes. Et effectivement, le no-kill, des fois, moi, ça donne lieu souvent à des débats ultra-violents. Le poisson, il est posé là, etc. Mais il faudrait d'abord se questionner sur nos pratiques. Je m'arrête. Ouais. Non, c'est le professeur, c'est normal. Et non, simplement juste avant que finalement Bill réponde, juste pour dire, donc tout ce que tu as dit effectivement me semble extrêmement pertinent. C'est vrai que les animalistes, faut pas trop peut-être s'intéresser à eux, mais par contre, il faut quand même s'intéresser aux mouvements de fond dont ils sont un petit peu qui préfigurent. Faut bien s'imaginer que alors la chance qu'on a, c'est que le poisson était devenu tardivement un animal dans notre histoire. Hein, quand on parle du pêcheur-cueilleur, on ne veut pas dire que le pêcheur est le cueilleur, on veut dire que le pêcheur était un cueilleur, donc il se tenait déjà à distance du chasseur. Et donc les poissons étaient longtemps considérés comme des choses qu'on peut glaner ou des champignons qu'on peut ramasser. Donc pour l'instant, on gagne du temps avec ça. Donc tant qu'il y aura de la corrida, il y aura de la pêche. Mais on sent qu'il y a un mouvement de fond dans les sociétés qui est comme ça, et il faut aussi quand même s'y intéresser. Donc la question que je voudrais te poser, Bill, c'est bon, toi, pour le coup, si on veut vraiment rentrer dans le dur maintenant, donc tout à l'heure on a vu aussi les arguments pour démonter aussi les affirmations sur les souffrances et tout ça, en disant mais il n'y a absolument aucune preuve scientifique pour l'instant de tout ça, donc ça sert à rien d'avancer ça de manière complètement péremptoire comme ils ont tendance à le faire. Et je ne parle pas de l'être voué à la mort ou de capacités émotionnelles. Mais toi, par exemple, quelle serait ta ligne de conduite pour essayer d'attaquer de front aussi ce problème des animalistes et donc ce problème de la souffrance animale, finalement? Alors, effectivement, comme tu disais, tant qu'il y aura de la corrida, il y aura de la pêche. Ça veut dire aussi tant qu'il y aura de la chasse. Et tant qu'il y aura de la chasse à courre, il y aura de la chasse au fusil, et ainsi de suite. On peut déjà se placer un petit peu dans cette hiérarchisation-là, et dans cette hiérarchisation-là, ce qui à mon avis prend de court vraiment les animalistes, c'est que tant qu'il y aura de la pêche commerciale pour consommer le poisson, moi je pense qu'en toute logique, il y aura de la pêche en no-kill si on évolue vers un ordre moral où les animaux ont le moins de souffrance possible. La pêche en no-kill me semble quand même être nettement moins délétère que la pêche pour consommer le poisson, et on peut les renvoyer à leur propre absurdité en leur disant que dans les deux cas, il s'agit d'une pratique qui est faite pour le loisir. De même d'ailleurs que la corrida et la viande de bœuf, parce qu'on n'a jamais vraiment besoin de viande de bœuf ni de viande de poisson pour survivre. Donc il s'agit d'un loisir. Et qu'est-ce qui fait le plus souffrir le poisson entre la pêche pour sa viande ou la pêche pour son loisir? Maintenant, c'est à nous surtout d'argumenter un maximum de manière positive, donc pas d'être sur la défensive, mais d'aller de l'avant pour présenter notre impact dans tous ses côtés positifs. Et effectivement, pour ça, il faut réfléchir à notre impact et s'assurer qu'il soit positif. Clairement, le no-kill à outrance, ça n'a pas que des bons impacts. Mais si on considère le total de l'impact de la pêche sportive sur les milieux aquatiques, non seulement il est positif, mais au jour d'aujourd'hui en France, il est vital.
parce que le système est comme ça, et c'est d'ailleurs très critiquable, mais c'est les associations de pêche qui financent l'intégralité de la protection du milieu aquatique au niveau des poissons. En plus de lutter contre la pollution, contre le braconnage, c'est les seuls à lutter contre le braconnage, etc. Si on regarde le no-kill dans ces aberrations, il conduit aussi à des choses formidables. Par exemple, là, j'ai le t-shirt de la Billfish Foundation aux États-Unis. C'est la fondation qui a fait qu'on a arrêté de tuer les marlins dans la pêche sportive et que maintenant ils sont 100% remis à l'eau. Alors les compètes de pêche aux marlins là-bas, ça peut paraître absurde. C'est des bateaux souvent de millionnaires qui vont relâcher 10-15 marlins dans la journée en prenant même pas de photos le plus vite possible pour en relâcher un maximum pour la compétition. Parmi ces marlins, il y a sans doute un taux de survie, si c'est bien fait, de 99%, mais quand c'est des milliers de poissons, il y en a toujours quelques-uns aussi qui crèvent. C'est vrai que s'ils réfléchissaient à leur impact, comme nos moucheurs réfléchissent à leur impact, ils pourraient raisonner un peu la chose. D'accord, mais si on regarde de plus loin, les associations qui organisent ces tournois, etc., ont formé un lobby tellement puissant qu'aux États-Unis actuellement, ils ont interdit toute pêche commerciale et industrielle du marlin et toute importation, toute exportation du marlin. Du coup, le marlin est réservé à la pêche en no-kill. Comme le bar rayé. Au lieu d'être comme le bar rayé, voilà, comme le bar en Irlande, comme pas mal d'espèces, ce qui fait qu'il est un peu sacralisé et au lieu d'être un poisson qui était complètement sur le déclin, quasiment disparu dans l'Atlantique, les stocks reviennent en très grand nombre. Donc, je pense qu'on peut avoir un impact. À la fois, il faut penser à notre impact en tant que pêcheur sur l'individu poisson, sur la rivière où on pêche, notre impact direct de ne pas marcher dans les frayères, de faire attention à ne pas trop toucher les ombres, pour les relâcher correctement, etc. Mais aussi à notre impact en tant qu'activité. Que ce soit le poids des associations auxquelles on adhère, qu'on soutient directement, indirectement, ou même par le poids économique à l'américaine. Les ventes de matériel de pêche, les marques, les tournois, l'activité qui se développe, qui va générer plus de profit à partir d'un poisson vivant que la pêche commerciale n'en génère à partir d'un poisson mort. Et à partir de là, parce que c'est uniquement ça qui conduit à des décisions comme l'Irlande qui interdit la pêche commerciale au bar, ou les États-Unis qui protègent le marlin et le bar rayé, c'est qu'une question de business. On pourrait espérer que, par exemple, dans les gaves, dans les Pyrénées, le saumon soit plus pêché au filet dans l'estuaire, mais à la ligne en no-kill dans les rivières, pour créer du tourisme pêche, qui fera qu'au lieu de vendre un saumon mort à 100, 200, 300 euros au marailleur pour en faire un produit qui se vend plus ou moins mal, un saumon vivant rapportera 800 ou 1000 euros à la société par tout le tourisme que ça génère, les guidages, le matériel, etc. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, je me permets de te couper, c'est la même chose, c'est que on voit bien que la question de la souffrance est au cœur parce qu'elle est assez problématique pour nous, mais c'est aussi un peu le point de vue de l'ennemi. Évidemment, si lui met ça au milieu, c'est parce que pour nous c'est assez captieux comme question. Mais qu'on peut assez facilement contourner le problème, comme dit Fred, parce que c'est aussi un truc inépuisable, on n'en viendra jamais à bout. Et si on n'en vient jamais à bout, ça ne sert à rien de mettre ça au cœur de la question. Aussi, comme tu le dis, en fait, on sait très bien que d'un point de vue plus pragmatique, il y a d'autres choses qui prendront le dessus à court, moyen ou à long terme, comme aussi les intérêts économiques. Il y a aussi le fait que la douleur, ce n'est pas tout, aussi dans l'existence, y compris des poissons, et que non, moi je pense qu'ils préfèrent être relâchés plutôt que tués. Enfin, si on devait faire l'anthropomorphisme jusqu'au bout, moi si on me donnait le choix, le dentiste il fait mal, mais je préfère quand même qu'il m'achève pas. Et en plus, si je peux donner mon point de vue, pour le coup j'ai attendu la fin du live qu'il n'y ait plus personne. En plus, ce que je voudrais dire, c'est que cette question de la souffrance, pour moi, elle n'est pas forcément le problème principal, et il ne faut pas non plus se laisser leurrer. C'est-à-dire qu'il y a d'autres solutions, on peut complètement contourner le problème. Et ce que je voudrais dire, parce qu'évidemment ça m'a permis de réfléchir un peu, c'est pas un problème d'habitude qui m'habite, la question de l'animalisme et tout ça, c'est pas vraiment mes sujets favoris, mais pour préparer le live, j'y ai pensé aussi. Et je me suis dit, imaginons que je sois, j'ai honte de dire ça, il y a Laurent qui regarde le live, admettons que je sois un élève de terminale et que j'ai une dissertation à faire. Qu'est-ce que je dirais si on me proposait un sujet du style, si l'homme est un animal comme les autres, est-ce qu'on doit traiter les animaux avec humanité, puisque c'est un petit peu c'est ça dont il est question. Je me dirais, je serais obligé de faire comme à l'école, je ferais un plan. Et ma première partie consisterait à dire, oui, c'est vrai, les animalistes ont raison, il n'y a pas de coupure ontologique entre l'homme et l'animal. L'homme est un animal, comme les autres, il n'y a pas de propre de l'homme, ou en tout cas pas au point qu'il puisse se poser à côté des animaux. Il y a d'un côté l'homme
et de l'autre côté l'animal. Car c'est vrai que ça en a un peu parlé, mais c'est aussi cette coupure ontologique qui pointe beaucoup du doigt dessus, en disant que c'est des animaux. Mais je ferai une deuxième partie, sans doute, pour essayer de nuancer ceci, en disant mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de coupure ontologique qu'il n'y a pas de légitimité à faire une distinction catégorielle. Après tout, si on est des animaux, dis-moi si je me trompe, la plupart ou la quasi-totalité des animaux savent reconnaître les animaux de leurs espèces. Ça veut dire que si on est un animal, eh bien, on doit pouvoir faire la distinction entre un homme et un autre animal. Donc, ça veut dire que voilà, la question de l'absence de coupure ontologique n'épuise pas complètement le problème. Et donc, ce que je ferai en troisième partie, c'est que je dirais quelque chose du style, alors je vais le dire plusieurs fois la même chose en essorant petit à petit les termes techniques, mais ça m'aide un petit peu parce que j'ai pas pris assez de notes. Il n'y a pas de déontologie dans l'ontologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déontique dans l'ontique. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de morale dans l'être. L'être ne fait pas la morale, à personne. Et donc, il suffit pas d'étudier la nature pour savoir ce qu'il faut faire. C'est un vieux rêve, en particulier de l'Antiquité. Donc en fait, la seule source, le seul fondement à la pêche, il faut le chercher ailleurs. Il ne faut pas le chercher dans la nature, il ne faut pas le chercher dans l'être. Alors là, ça serait une mauvaise disserte de philo, qu'on ne répondrait pas complètement à la question, mais si on m'autorisait à faire 4 ou 5 parties, ce qui ne se fait assez peu de manière académique, je ferais quand même une partie pour dire qu'il y a quand même 2 erreurs à éviter. La première, ça serait d'avoir recours à la positivité du droit un peu à la Burke, c'est-à-dire qu'il y aurait une légitimité dans le fait accompli. Je veux dire, les gens qui disent oui mais c'est une tradition, on pêche depuis toujours, ou c'est inscrit, je sais pas moi, les hommes ont toujours fait ça. Bon, je veux dire, on a aussi toujours exploité, des hommes ont toujours exploité d'autres hommes, que ce soit l'esclavage ou la forme plus moderne du capitalisme. C'est pas pour ça qu'il faut pas le combattre. C'est pas pour ça qu'il faut pas combattre la domination masculine, par exemple. Et pourtant, c'est un invariant. Bon. Et je dirais aussi qu'il y a un autre truc, c'est aussi d'éviter un autre sophisme qui est l'appel à la nature. Et d'une manière générale, Fred sera d'accord avec moi, il n'y a pas le concept de contre-nature et un réservoir d'injustice inépuisable. Il suffit de demander à quelqu'un ce qu'il juge contre nature et là on voit généralement les pires horreurs arriver. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre solution que de chercher la solution dans le droit lui-même, c'est-à-dire dans les conventions entre les hommes. C'est quelle société nous voulons avoir. Et ça revient vraiment au geste inaugural de la philosophie. Il n'y a pas de solution du côté de la nature, il n'y a pas de solution du côté de la surnature, les dieux. Donc la solution, elle est chez nous. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons un outil qui est la raison. C'est la boîte à outils favorite des philosophes, mais ça marche assez bien. Et ce que je voudrais dire, ce qui est à mon avis important, c'est que aujourd'hui la question n'est plus de savoir si on a la liberté de pécher, mais si on a le droit de pécher. Il faut bien faire la distinction entre liberté et droit. Il se trouve qu'on vit un moment où on accorde des droits aux animaux. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais en même temps, la construction intellectuelle n'est pas si difficile à faire. Et on voit bien que ça nous choque de moins en moins que les animaux aient des droits, de ne pas souffrir inutilement ou des choses comme ça. Donc ça veut dire que c'est un droit contre un autre qui s'affrontent. Et le message que je voudrais envoyer aux pêcheurs, je n'ai pas la solution ce soir, c'est que c'est pas insurmontable et je voudrais prendre un exemple. Alors d'abord pour bien comprendre tout de suite la différence entre liberté et droit, j'ai la liberté d'ouvrir la fenêtre et de me défenestrer. Mais je n'ai pas forcément le droit de demander à quelqu'un de me jeter par la fenêtre. Et la différence entre les deux, c'est ça, c'est qu'un droit me donne un pouvoir sur quelqu'un d'autre. C'est tout le débat de l'euthanasie. Le débat de l'euthanasie n'est pas un débat sur le suicide. C'est un débat pour savoir est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai le pouvoir de demander à quelqu'un d'autre de me donner la mort. C'est-à-dire est-ce que je peux agir sur sa propre capacité d'agir. Donc c'est pour ça que c'est très, très important. Et ce que je voudrais dire, c'est que, par exemple, prenons un exemple, et je fais exprès de prendre un truc, ça va vous paraître bizarre, mais l'avortement. Il faut savoir, c'est une question qui m'intéresse depuis longtemps, évidemment je suis pour l'avortement, mais que ça soit les pros ou les anti-IVG, tout le monde est d'accord pour dire que l'avortement, c'est une forme de meurtre. Dans le sens qu'on ôte la vie à quelqu'un, à un être déjà vivant, et donc à un certain droit à l'existence. Et vous voyez comme c'est compliqué, comme c'est même encore plus compliqué que l'histoire de la souffrance des animaux, comme ça paraît plus insurmontable. Et pourtant on y est arrivé. Et on y est arrivé avec un argument, vous irez chercher sur Google si vous intéresse, qui est devenu classique en philosophie, qui s'appelle l'argument du violoniste, et qui consiste à dire oui, le fœtus il a des droits, mais la mère aussi elle a des droits, et il se trouve que si on est conséquent, les droits de la mère doivent l'emporter sur les droits du fœtus. Donc c'est bien ça, c'est quand même aussi une lutte de pouvoir, c'est des droits qui sont l'un contre l'autre, et moi je pense qu'en fait ce qu'il faut faire, c'est un peu hétérodoxe, mais c'est pour ça que finalement à la fin je le dis, parce que ça n'a pas été dit une seule fois, je pense qu'il faut adosser le droit de pécher à un droit plus fondamental, quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. J'ai mes propres hypothèses, j'ai mes propres pistes, mais je veux laisser la question ouverte parce que le but de ce live ce soir, et vous ne pouvez pas imaginer comme je suis content, on a tenu pendant presque 2 heures, au moins 100 personnes à chaque fois, entre 90 et 130.
c'est autant qu'un live Savage Gear sur des gros poissons avec une page qui a 10 à 20 fois plus de surface de contact que la mienne. Donc c'est que la question vous intéressait, c'est que le live vous intéressait, merci, c'est que les intervenants étaient bons. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, Fred, Bill, ce qu'on a voulu faire ce soir, c'est d'abord vous amener à l'idée qu'il ne faut pas sous-estimer le problème. Les questions que posent les animalistes ne sont pas des questions d'imbéciles. Il ne faut pas non plus surmonter la difficulté. Mais la première chose à faire, c'est clarifier le problème. Et c'est ce qu'on a essayé, je pense, de faire ce soir. Et essayer d'ouvrir des pistes de réflexion de manière à ce qu'on soit tous mieux armés pour pouvoir répondre à ces questionnements-là. Je vous laisse, j'aimerais bien parce que là c'est vrai qu'on approche des 2 heures, je pourrais même pas récupérer le fichier, c'est dommage. Chacun votre tour, peut-être toi d'abord Fred, et puis après Bill, je vais vous laisser le mot de la fin, et puis après je remercierai tout le monde. Bon, je vais être très vite, je vais te remercier d'abord d'avoir organisé ce live, moi je trouve hyper intéressant, et je pense que justement il va dans le sens de ce qu'on vient de dire, de construire finalement une rationalité commune qui passe par des échanges. On n'est pas tous d'accord, mais ça c'est plutôt bien. Voilà, alors tes positions sur le droit, j'y souscris totalement. Alors il y a un sociologue qui a un peu formulé ça aussi, je te le ferai découvrir à l'occasion, c'est Bruno Latour, puisqu'il parlait d'une constitution finalement. C'est aussi un philosophe, il est très connu. Philosophe des réseaux, tout ça. Voilà, avec les humains et les non-humains, voilà, un droit pour les humains et les non-humains, un droit commun, donc c'est une idée forte. Voilà, bon, je vais laisser Bill, qui a sûrement encore plus de choses à dire que moi, le mot de la fin, et encore merci à tous. Merci à toi, Fred. Numa, un grand merci, parce que c'est un moment unique, et je pense qu'on a parlé de choses vraiment inédites ce soir. Parce que le débat sur les animalistes, il est souvent attaqué de façon soit un petit peu sociale, sociétale, soit par une sorte de débat d'experts scientifiques qui ne fonctionne pas forcément bien parce qu'on tourne assez vite en rond et qu'on n'a pas vraiment les clés scientifiques pour débloquer ce débat. Et là, sous l'angle de la philosophie, sous toutes ses formes telles qu'on l'a fait ensemble, et surtout dans ta petite dissertation à 5 parties qui était absolument brillante et qui à moitié improvisé, les gars, j'y ai pensé cette nuit, on le refera mieux. Moitié improvisé, dépassait tout ce que j'avais pu réfléchir sur le sujet, et donc c'est sûr que ça va nourrir des discussions. Attends, vas-y, redis-le. Sur du très long terme, mais je trouve que c'est assez infaillible comme argumentaire, et que ta dernière partie sur le droit est une approche novatrice et intelligente pour résoudre toutes ces incohérences de surface et pour pouvoir attaquer vraiment le problème. T'inquiète pas, tu seras réinvité, continue. Un document qui est assez intéressant à lire d'ailleurs là-dessus, qui a une vision assez utilitariste de la question, c'est le document du comité d'éthique suisse qui a conduit à l'interdiction du no-kill. Parce que justement, eux, ils effleurent presque cette question du droit, et s'ils étaient rentrés plus profondément dans cette question, ils se seraient heurtés à un mur qui les aurait peut-être empêchés d'interdire le no-kill. C'est qu'ils disent, oui, les bénéfices de plaisir qu'apporte la pêche aux pêcheurs ne suffisent pas à dépasser les souffrances qu'apporte la pêche aux poissons. Logique utilitariste poussée. Et à l'inverse, alors on est presque sur du sophisme, à l'inverse, les bénéfices de nutrition qu'apporte la pêche aux mangeurs de poissons, alors ils excluent évidemment les métaux lourds, mais les bénéfices de nutrition par contre permettent de dépasser, c'est ça que le très éminent comité suisse, donc qui en philosophie ne t'arrive pas du mal à la cheville, a conclu. Donc voilà, les bénéfices de la nutrition sur l'être humain, par contre, on ne peut pas interdire à l'être humain de manger ce qu'il veut, mais on peut lui interdire le loisir. Et si on réfléchit vraiment, non, on ne peut pas nous interdire, on ne peut pas nous imposer notre lien avec, je ne dirais pas la nature, puisqu'effectivement c'est une construction un peu humaine et qu'on peut remettre en question. Ce que dit précisément Descola, quand même, sur cette question-là, parce que je pense que les gens, ça les a complètement... Ce que dit Philippe Descola, c'est que c'est une distinction très opératoire, en particulier pour faire de la science, mais qu'il faut garder à l'esprit qu'elle est très artificielle. C'est ça. Oui, c'est ça. Le terme de nature est artificiel, mais on ne peut pas ce serait une oppression encore pire
de nous imposer ce qu'on doit faire vis-à-vis de l'environnement, de la nature immédiate, nous imposer le rapport qu'on doit avoir, nous obliger à vivre dans une culture hors sol qui soit décorrélée de notre fonction de prédateur et de notre lien avec la nature. Et effectivement, en termes de droit, je pense qu'on est tout à fait légitime à réclamer ce droit. Bah écoute, ça sera la conclusion, parce que c'est une très belle conclusion. Vraiment, je voudrais vous remercier d'avoir tenu pendant 2 heures sur un live où il ne s'agissait pas de poissons, de leurre et tout ça. Pour vous donner une idée, on a fait le triple d'audience que je pensais. Je vais finir le live et je vais le partager, comme ça vous pourrez le regarder, surtout le partager à vos amis qui se posent des questions là-dessus. Je vais essayer de tirer quelque chose de la captation audio que j'ai fait pour voir si je peux récupérer quand même une partie du fichier pour le mettre ensuite sur YouTube. J'imagine qu'il y aura d'autres débats, parce que ce qu'on a fait ce soir, c'est une première, mais ça peut pas être une dernière. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est construit là. Et je voudrais remercier tous mes amis, m'excuse auprès de Manu, mais j'ai choisi Manu pour le faire sauter, parce que je sais que lui, il ne pourra pas m'en vouloir avec tout ce qu'il m'a fait comme crasse dans sa vie. Et je vous dis à très bientôt, on se retrouve mardi. Cette fois, ça sera sur Savage Gear France, ça sera l'apéro avec Nicolas Transcar. 2 salles, 2 ambiances. Bonne soirée à tous.